Bienvenue à Bistro Liberté, votre débat libre et non conformiste. Martial Bild et Caroline Parmentier accueillent un homme d'affaires populaire et haut en couleur. On le surnomme le roi des forains ou le PDG des manouches. Il a créé la foire du trône, la fête à Neuneu et le marché de Noël aux Champs-Élysées. Je vous demande d'accueillir Marcel Campion. Merci d'avoir rejoint notre cirque à nous. Vous allez voir, on a aussi des clowns. Vous verrez au fur et à mesure de cette émission où je suis très heureux aujourd'hui d'être aidé par une nouvelle animatrice. C'est en fait la plus ancienne de nos sociétaires qui devient donc la plus jeune des animatrices de Bistro Liberté. Avec moi, Caroline, je te remercie de ce pari qui est de m'aider et que nous soyons maintenant ensemble à présenter cette émission. Et on redémarrera dans le voussoiement qui était et qui est normalement de Miss. Merci beaucoup, Caroline. Martial. Merci beaucoup, Martial. Avec... C'est le remaniement au Bistro Liberté, hein, c'est la mode, je crois. On va voir au fur et à mesure. Vous n'allez pas refuser ce poste de ministre. Voilà, pas mal d'évolutions, pas mal de nouvelles rubriques. Vous allez voir, avec une émission un petit peu plus tonique, on va essayer d'être plus dynamique. On a tenu compte de vos remarques et on va essayer de les appliquer tout au long de cette soirée. Et avant de donner tout de suite la parole à notre invité, je voudrais présenter nos sociétaires. On va commencer par le petit nouveau. C'est une vedette, c'est la vedette de Spoutnik France. Vous savez, ce que Macron n'aime pas. Et je me suis dit, si Macron ne les aime pas, ben, il avait bien raison d'être là. Merci beaucoup, Édouard Chano, d'être avec nous. Merci de votre invitation, Martial. C'était quoi ? Vous parlez français ? Ah, c'est amusant. D'habitude, on me demande plutôt si je parle russe. Donc on voit vraiment que vous nagez à contre-courant, Martial. Je parle évidemment un français le plus châtié possible. Bon, on va essayer de voir ça au temps de cette soirée. Merci d'être là, Édouard. Je suis ravi aussi d'accueillir les vieux de la vieille, si j'ose dire, Philippe Randa, Euro-Liberté, avec nous, bien évidemment, depuis le début. Sur les écrans sort actuellement les vieux fourneaux. J'ai rien à voir avec ça, moi. Et eh bien, le monsieur culture du journal mensuel L'Incorrect, Romaric Sangars. Romaric, bonsoir. Bonsoir, aussi. Monsieur Campion, première question, la plus simple. Vous êtes pupille de la nation. Vous êtes guitariste de jazz manouche, chanteur, roi des forains, ça a été dit. Vous êtes homme d'affaires. Vous êtes le père du marché de Noël à Paris. Quelle est la fonction, quelle est la mission, quel est le métier que vous mettez en avant, celui qui vous tient à cœur? Ou est-ce que vous êtes tous là à la fois? Non, je suis simplement un saltimbanque. Vous savez, un saltimbanque, il doit faire tout. Il faut aussi qu'il soit polyvalent. À partir du moment où vous êtes dans les manèges, on ne peut pas aller chercher des électriciens, des monteurs, ainsi de suite. Il faut tout savoir faire. Donc, saltimbanque, on fait tout. On fait de la musique, on fait du manège, et on organise des fêtes, on organise des foires, et on accueille beaucoup de public, et surtout du populaire. Est-ce que c'était familial? Parce qu'on le connaît pour le cirque, les grandes familles du cirque, bien évidemment. Est-ce que vous, les Campions, c'est de père en fils? J'ai appris que j'avais un grand-père qui faisait de la lutte sur les places publiques, que j'avais un père qui montrait la femme à barbe, enfin bon, voilà. Et moi, mes parents, je les ai pas connus, puisque on va parler tout de suite d'Hidalgo, ma mère est morte pendant la guerre, d'un bombardement, et mon père a été déporté, donc parce qu'il était forain. Et donc on a suivi beaucoup de choses. J'ai un frère, et on a été quelques années dans des familles d'accueil. Et à 12 ans, j'étais dans la rue, j'ai appris à travailler. Superbe. Marcel Campion, j'ai envie de vous demander quel est l'avenir des forains. C'est vrai, de ville en ville, on a l'impression qu'on les accepte de moins en moins maintenant, sous prétexte que ça n'attirerait pas grand monde, que ça rameuterait de la racaille. On les éloigne du centre-ville, ils se retrouvent à la périphérie des villes. Moi, j'aime bien la fête foraine. J'aime bien y aller avec mes enfants. C'est toujours un moment de fête. Est-ce que les enfants de mes enfants verront encore des fêtes foraines? Moi, je pense. Regardez, vous parlez de racaille. On vient de faire la fête des Tuileries pendant 2 mois au centre de la ville. Il n'y a pas eu une seule histoire avec qui que ce soit, il n'y a pas de racaille. Bon, il y a des fêtes comme la Foire du Trône, c'est vrai qu'il y a beaucoup de banlieues qui viennent, mais qu'est-ce que vous appelez racaille? C'est pas parce que les couleurs changent. Nous, on accueille toutes les couleurs. C'est un mélange, la fête foraine. Oui, la fête foraine a un avenir à condition que les politiques s'y penchent un petit peu, ce qu'ils n'ont pas fait depuis 40 ans. Parce que la fête foraine a eu son âge d'or dans les années 1900 et à chaque fois après les guerres. Parce qu'on les appelait, les forains, à faire de la fête. Maintenant, on les appelle moins, puisque les maires, maintenant, ils ne se baladent plus sur les fêtes foraines.
à part quand il y a des élections, comme ils font sur les marchés, après on les voit plus. Et puis ils ont des budgets pour organiser des fêtes avec leurs copains, leurs amis, c'est tout. Moi, vous savez, j'ai des choses à dire sur le monde politique, mais là, je considère que la fête foraine qui ressemble, attention, la fête foraine, c'est 35 000 entreprises qui génèrent 200 000 emplois, et c'est le seul métier qui n'est pas subventionné en France. C'est un métier où ce sont que des autodidactes, des professionnels, et ils amusent la population. Il y a eu, il y a quelques années, un sondage qui a été fait par le ministère de la Culture. On a voulu demander aux Français quel était le meilleur lieu culturel pour eux. Eh bien, écoutez, c'est la fête foraine qui a été mise en premier. Alors, le ministère de la Culture a décidé de ne pas éditer ce sondage, tout simplement. Ah oui. Parce que vous avez des gens qui commandent et qui considèrent que la fête populaire, c'est fini. Eux, ils considèrent que c'est fini, mais pas la population. Vous dites que c'est désertifié, mais regardez la Foire du Trône, 3,5 millions de visiteurs sur 2 mois. Bien sûr, je parlais plus en province à ce moment-là. La fête des Tuileries, 2 millions de visiteurs, c'est sur Paris. Et il y a des foires dans toute la France, et je peux vous dire que toutes les foires fonctionnent bien. Le problème, c'est qu'il faut qu'on reste en ville. Il ne faut pas qu'on nous expatrie dans la nature, parce que la fête foraine, à partir du moment où elle est à 15 ou 20 km de la ville, là, elle est morte. Évidemment. Il faut rester dans la ville. Alors, on a un petit espoir, puisque toutes les villes veulent faire des... Parce qu'on a été chassés depuis quelques années par la voiture. Oui. Et maintenant, ils ne veulent plus de voitures. Alors, on espère qu'on va revenir en ville. Exactement, au centre-ville. Ouais. Édouard Chaneau, vous êtes resté un grand enfant, je crois. Que vous inspire le roi des forains? Alors, justement, on vous présente comme le roi des forains. Alors, tout ça, c'est affreusement monarchique, je trouve. Alors, je voulais vous poser une question un peu personnelle, mais aussi un peu politique. Qu'est-ce que c'est? Faites-nous rêver. Il paraît que les Français aiment la monarchie anglaise, mais alors qu'est-ce que c'est la monarchie des forains? Quel est votre... La monarchie des forains, ce thème-là, c'est du blabla inventé par des journalistes, dont un ami personnel qui a beaucoup d'animosité contre moi et qui, depuis 3 ans, me fait des articles un petit peu sensationnels sur le canard enchaîné et qui a tout fait pour me mettre dans la machine à broyer. Bon, il n'y a pas de roi des forains, ça n'existe pas. Les forains sont des forains. Et il n'y a pas de roi, donc il n'y a pas de monarchie. Tout le monde est à la même échelle. Vous en avez qui réussissent mieux que les autres, il y en a qui ont des meilleures idées que les autres. Moi, je pense que j'étais un de ceux qui était un créateur dans le monde forain. J'ai apporté beaucoup de choses et je défends les forains dans chaque endroit de France lorsqu'ils ont besoin de moi. Mais je ne suis pas un syndicaliste forcené. Je ne vends pas de cartes, j'y vais parce que ça me fait plaisir et je défends ce métier qui m'a tout apporté. Romaric, vous vous intéressez à l'art, et donc à l'art forain aussi, et vous avez une question pour Marcel Campion. Oui, j'ai eu la chance de visiter le très beau musée des arts forains qui est à Paris, qui montre à quel point il y a une très grande variété, une très grande beauté, beaucoup d'insolites en fait dans ces arts dits forains. Et du coup, j'aimerais vous poser la question, malheureusement je ne vais plus à la foire depuis de nombreuses années, tout en ayant quelques très beaux souvenirs. Qu'en est-il aujourd'hui de cet art forain? Est-ce qu'il y a une évolution, un perfectionnement des attractions? Cet art forain, il a été pillé par les Américains dans le temps. Il faut savoir que tout ce qui était dans les années 1900, 1920, 1930, c'était des artistes et des créateurs qui faisaient les manèges. Maintenant, c'est différent. C'est des constructeurs qui, avec des bouts de ferraille, du plastique, vous construisent un manège. Avant, vous aviez des artistes qui sculptaient. Il y avait des sculptures, il y avait des peintres. Il y a des grands peintres qui ont peint des manèges, qui sont très connus. Alors là, vous parlez du musée de Bercy, heureusement qu'il y a eu un privé qui un jour a voulu faire un musée, parce que l'État s'est complètement en France détaché du monde forain. L'État français n'aime pas les forains. Moi, je sais pourquoi. Ces gens-là, c'est une élite. Et puis, le ministère de la Culture n'a jamais rien fait pour les forains. Ils nous ont acceptés dans le jardin des Tuileries pour la bonne raison que c'est le président de la République à l'époque, M. Mitterrand, qui a dit oui. Sinon, le ministre de la Culture était contre. Bon, disons qu'on a une chasse aux sorcières de la part de nos élites culturelles. Ils n'aiment pas les forains, ils n'aiment pas les arts populaires. Mais je peux vous dire qu'il y a encore pas mal d'œuvres foraines et ce privé a fait un très très beau musée. Il faut aller le voir, il est à Bercy. Mais s'il n'y avait pas eu un privé, on aurait perdu toutes ces pièces. Et tout le reste qui existait en France a disparu. C'est parti aux États-Unis, en Amérique latine, au Brésil, partout. Alors, moi, j'avais une collection. J'ai essayé de discuter avec différents ministres de la Culture. Ils m'ont baladé pendant des années. On n'a jamais réussi à faire un vrai musée forain. Il n'y a pas de musée forain en France. Vous en avez en Allemagne, vous en avez partout, sauf en France. Les Français, je ne sais pas, peut-être qu'il faudra un jour qu'on ait un vrai ministre de la Culture qui se rende compte de ce que l'art forain et en même temps qui descende sur les fêtes foraines. Ah oui. Parce que je peux vous dire que nos ministres de la Culture, chaque fois que je leur écris, ils ne viennent pas. Parce qu'on voit bien Françoise Nyssen sur le Grand Manège. Sur le Grand 8, oui. Elle est déjà sur son manège en ce moment, elle a déjà assez de boulot pour sortir de son toboggan.
Philippe, vous ne ratez pas un marché de Noël, je crois. D'ailleurs, vous y avez de la famille, non? Oh, tout à fait, oui. Évidemment, mais je vous entendais parler d'art forain. À titre personnel, je suis tout à fait d'accord, mais quelqu'un n'est pas d'accord avec vous. Jean-François Martins, le nom vous dit quelque chose, je pense. Oui, hélas, c'est le maire adjoint en charge du tourisme. Celui qui ne sait pas ce qu'il dit. En tout cas, il a dit une chose que c'était une des raisons avancées pour la non-reconduction du marché de Noël, c'est que c'était la qualité se dégradait, que en fait c'était du Made in Taïwan plus que du Made in France. Là, il ferait mieux d'apprendre sa vraie leçon. Parce que ce qu'il a pu dire à la télévision et ce qu'on a retenu, en réalité c'est tout faux et il le sait. C'est la ville de Paris. Nous présentions, alors moi j'aimerais bien qu'on parle du marché de Noël et vous expliquer comment il fonctionnait. Ce marché de Noël, ça a été une création, une idée que j'ai eue et que j'ai proposée à M. Delanoë. Pourquoi? La vraie raison, la première raison, c'est que moi j'installe une grande roue depuis 1993 à la Concorde. C'est pas d'aujourd'hui, ça fait 25 années. Et je m'étais aperçu que tous les hivers, au moment des fêtes, vous aviez des touristes sur le bas des Champs-Élysées. Vous savez ce qu'on appelle la plus belle avenue du monde? Eh bien, le bas des Champs-Élysées, c'est noir, c'est dégueulasse, c'est sale. On a du mal à marcher, les trottoirs sont très abîmés, il y a de la boue. Et en même temps, les touristes se faisaient tous les soirs dérouiller et piller. Donc quand j'ai vu, nous on soignait à la grande roue des touristes, mais les commissariats ne prenaient pas ça en considération, donc personne ne savait. Quand j'ai expliqué ça à M. Delanoë, il a été très surpris. Et je lui ai dit, il faut venir voir sur le site, et je vais te faire voir, moi, les soirs où ils sont dérouillés, les touristes. Et il l'a vu un soir, il a dit, oh là là, il faudrait qu'on fasse quelque chose. J'ai proposé de faire un marché de Noël, d'amener de la lumière, et de faire quelque chose de bien. Il m'a dit à une condition, c'est que ça ne coûte pas un sou à la ville. Non seulement ça n'a pas coûté un sou à la ville, mais le dernier marché de Noël qu'on a fait, il a amené 16 millions de visiteurs. Quand vous voyez qu'à Paris, il n'y a que 2 millions d'habitants, tout le reste, c'est des touristes. On a amené 16 millions de visiteurs sur ce site, et on donnait chaque année 700 000 € à la ville. Elle gagnait 700 000 €. Alors une ville qui est endettée de 6 milliards, une ville qui est endettée de 6 milliards, et qui refuse un marché où il venait 16 millions de personnes, il faudrait peut-être demander les vraies questions. J'ai jamais entendu un journaliste poser la vraie question, ni à la maire, ni à son adjoint. Qu'est-ce qui s'est passé? La vraie question, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui la pose? J'entends pas. Moi, j'ai les réponses. Donc, à ma question de savoir sur la qualité, non, mais là, moi, j'ai pas eu la réponse. J'ai eu l'accusation. Je vous la donne. Nous présentions des produits à la ville et c'est un comité sélectionné avec le cabinet du maire et la maire du 8e et le comité des Champs-Élysées. C'est eux qui choisissaient les gens. Donc, ils les ont mal choisis. Donc, vous leur imposiez rien du tout. Donc, quand ils disent que le Made in Chine est interdit, déjà, ils ont une maire, elle est chinoise. Vous voyez, déjà, ils ne sont pas polis avec elle. Mais regardez les Champs-Élysées. Vous avez 90% des marchandises maintenant qui viennent de Chine, qui viennent d'Asie. Dans tous les grands magasins. Regardez Bernard Arnault, tous ces magasins. Vous croyez que ça vient d'où? Vous croyez que c'est en France qu'on fait tout ça, marchandises? On les fait en Asie. Bon, qu'on ne vienne pas nous chanter la messe. Quand on ne veut pas de son chien, on dit qu'il a la rage. Et c'est ce qu'ils m'ont fait. Monsieur Martin, s'il a déconné à plein tube, je le reverrai un de ces jours, parce que celui-là, il est venu dire l'année d'avant, il est venu dire que c'était beau, que c'était super. Et quand il a eu les consignes de dire le contraire, il a dit le contraire. Des girouettes comme ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Tiens, on parle, semble-t-il, un peu d'Anne Hidalgo. Édouard Chenot. Oui, moi j'aimerais vraiment comprendre pourquoi vous semblez avoir une dent contre elle. Alors non, moi j'ai pas une dent contre elle. Je vais vous expliquer, je fais un marché de Noël avec mes associés, avec des forains. On fait quelque chose de beau, on prend des risques, on met notre sueur, on fait des investissements. Je fais une grande roue à la demande de la maire, une nouvelle grande roue en 2014. Et avec des contrats de 6 années, et au bout de 2 ans, on vous fout à la porte. Vous voulez avoir une dent contre elle? Ben vous l'avez, la raison. Il y a des emplois. L'année dernière, ils ont mis 2000 emplois au chômage. C'est des socialistes, paraît-il. Et simplement, ils les ont mis au chômage, simplement pour m'avoir, moi. Le problème, c'est que si on abat Campion, à Paris, on abat la fête foraine. Vous avez une partie de politique à la mairie de Paris qui n'aime pas la fête foraine. Ce sont les Verts et les communistes. Ils ne nous aiment pas, je ne sais pas pourquoi, mais c'est son alliance politique. Si elle n'a pas ces gens-là, elle n'est pas maire. C'est eux qui font sa majorité. Donc elle leur a donné des postes et c'est ces gens-là qui agissent. Et puis elle n'a pas que ça, elle a des affairistes. Elle en a à côté d'elle qui voulaient monter une grande roue. Ça y est, j'ai les certitudes maintenant. Il m'a fallu 3 ans. Hein. Ils m'ont mis dans la machine à broyer depuis 3 ans. Vous n'auriez pas une dent contre quelqu'un quand on vous met en faillite pour aucune raison, sans explication? J'ai pas une dent contre elle. Je dis simplement que cette dame-là, c'est une lâche. Elle n'a pas de courage. Et elle s'est laissée embobiner par ces gens autour. Elle ne les a pas désavoués. Mais elle a un affairiste autour. Vous verrez, on va trouver tout ça. Petit à petit, ça va sortir. D'ailleurs, j'ai une situation ubuesque à vous dire. Il y a 3 ans,
il y a une page entière sur le canard enchaîné. Je suis un mafieux, je suis un bandit, il y a des caisses d'argent chez moi, des espèces, enfin bon. Et en plus, je menace tout le monde, et si on veut parler avec moi, c'est à coup de barre de fer ou à coup de billet de 500 €. Voilà l'article, une page entière. Vous apprenez 2 ans plus tard que le parquet a ouvert une enquête préliminaire à mon encontre, a ouvert des juges, a mis des juges en route. De là, on m'a mis 9 contrôles fiscaux à toute ma famille et moi-même. On m'a fait une perquisition avec 80 policiers chez moi. Vous vous rendez compte, j'aurais pu être Al Capone, on ne l'aurait pas fait peut-être. Mais là, on m'a fait un numéro de cirque incroyable. Pour trouver quoi? Rien. Et ils cherchent toujours. Seulement, cet article-là, il a été condamné au mois de juin cette année-là. Donc la justice s'intéresse à moi sur un article diffamant, qui a été jugé par la justice. C'est ubuesque la situation, elle n'est pas normale. Eh bien, on vit dans cette société. L'ennui, c'est qu'on a du mal à s'expliquer. Je suis content d'être ici, c'est la première fois que j'arrive à m'expliquer. Parce que chaque fois qu'on est à la télévision ou autre, on vous coupe la parole, on vous dit, vous n'arrivez pas à tout expliquer. Et quand on vous prend juste le petit morceau qui ne vous convient pas, des fois ça vous dessert. La situation, elle est comme ça. On m'a mis dans la machine à broyer parce que vous avez un malfaisant autour de la maire de Paris qui a décidé de faire ses affaires dans nos affaires foraines, tout simplement. Alors précisément, est-ce que vous irez jusqu'au bout de votre candidature à la mairie de Paris? Ça, c'est un acte de guerre, hein, Caroline. Est-ce que c'est un coup politique seulement? Alors, moi, je vais vous avez dit que vous alliez présenter des candidats Libérons Paris. Ça, c'est un autre volet. Oui. Vous me parlez de ça, je vais vous expliquer. Oui. De cette situation, j'enlève totalement la mienne. Je suis plus forain, je suis plus la Grande Roue, je suis plus le marché de Noël. Je me débat, ça va coûter cher aux Parisiens parce qu'il y aura des indemnités à payer. Tant pis, hein, les Parisiens, ils admettent d'avoir ces gens-là qui les dirigent. Bon, moi-même, j'avais été au comité de soutien de Madame Hidalgo. Vous vous rendez compte, j'ai soutenu cette bonne femme-là. Bon, j'espère qu'elle va tourner sa veste, parce que peut-être qu'elle va se récupérer dans quelques temps. Ça ne sera pas la première fois, parce que ça fait 2 fois que je la vois tourner sa veste. Bon. Ils ont l'habitude, les politiques. Bon, vous me parliez de la politique, mais ça, c'est autre chose. Je suis parisien, je vote à Paris depuis plus de 50 ans, et dans le 1er arrondissement. Et qu'est-ce que je m'aperçois? Moi, avant, j'étais content de dire que j'étais parisien. Quand j'allais dans le monde, je voyage beaucoup. Paris, pour moi, c'était une ville enchantée. Maintenant, c'est une ville en chantier. C'est un chantier, Paris. C'est un tableau. C'est sale. On n'est pas loin de Paris. Il y a des rats dans tous les jardins. C'est dégueulasse. Et vous avez... Il y a un montage qui est fait par un de ses adjoints, là, qu'elle aime bien, là. Lui, il s'occupe de la circulation. Alors, il y en a un qui s'occupe du logement. Lui, sa phobie, c'est de mettre des migrants dans le 16e. Lui, il veut que ça migrants dans le 16e, migrants dans le 16e. Je ne sais pas pourquoi. Il pourrait choisir aussi d'autres arrondissements. Non, il veut les mettre dans le 16e. Et l'autre, il met des ralentisseurs partout. Ça leur fait les pieds au 16e, hein, moi, j'ai envie de dire. Oui, mais d'accord. Mais l'autre, il met des ralentisseurs partout. Pas voté mal. L'autre, il met des ralentisseurs partout. Vous savez ce que c'est, des ralentisseurs? Je vous explique. Je sais très bien ce que c'est. C'est des faux travaux. C'est des faux travaux. Vous avez des barrières, il n'y a personne dedans. On vous annonce des travaux qui n'auront pas lieu. Oui, c'est ça. Et il y en a partout dans Paris. C'est un chantier, Paris. Donc, en plus, c'est sale. Et ma ville, je suis parisien. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, parce qu'attention, c'est pas d'aujourd'hui que je fais de la politique, moi, en tant que Parisien. J'étais au comité de soutien de Chirac, au comité de soutien de M. Tibéri et au comité de soutien de Mme Hidalgo. Mais alors ma question était plus précise. Il faut qu'on termine. Plus précise que ça. Vous allez aller jusqu'au bout de votre candidature? Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc vous ne vous retirerez pas. Attendez, ce n'est pas que ma candidature. Nous avons au début de l'année, nous avons au début de l'année avec quelques amis qui sont des docteurs, un journaliste, un ancien, enfin il y a des retraités, il y a des... On a discuté, je connais beaucoup de Parisiens, on a discuté, on a dit on va laisser Paris pourrir comme ça. 6 milliards de dettes en 2 ans, vous vous rendez compte? 6 milliards de dettes. Mais personne n'a jamais vu ça. Plus tous les fiascos. Tibéri, il a laissé 1 milliard, lui, de bénéfices, Tibéri. Que lui, c'était le fraudeur, là, que tout le monde voulait abattre. Il a laissé 1 milliard de bénéfices. Delanoë, il est arrivé, il a mangé le milliard tout de suite. Avec le milliard de bénéfices, il a fait les bandes pour les autobus. 1 milliard, ça a coûté, ça. Vous vous rendez compte? Romaric me tire par la manche. Depuis, là, 6 milliards de plus. Mais attendez, on va demander un audit. Moi, je suis parisien. On va payer pendant combien d'années pour ce qu'ils sont en train de diriger? C'est des gens qui ne savent pas diriger la ville. Elle est sale, elle n'est pas propre, on ne peut plus circuler. Regardez, il y a une affaire de bon sens à faire. Elle veut que les gens aillent au bord de la rivière, au bord de la Seine, dans la rivière. Eh bien, laissons-les aller le samedi et le dimanche et remettons la circulation en route la semaine. Ils ne veulent pas parce que c'est une méthode. La méthode qu'ils veulent, ils veulent que tous les Parisiens roulent en vélo ou en patinette maintenant. Vous voyez, on va faire des couloirs de patinette. Absolument. Ça coulera encore 1 milliard. Absolument. Après les vélos. On a affaire à des fous, il faut les arrêter. arrêter. Allez, 2 dernières questions. Romaric, vous n'aimez pas les grandes roues.
Ah non, pas du tout. Non, moi, j'ai pas d'avis tranché sur les grandes roues. Seulement. Il y en a beaucoup. Marcel Campion, parmi les gens qui l'ont attaqué, il y a la société, la SPEF, qui m'est sympathique. Marcel Campion m'est sympathique également. Donc, personnellement, j'ai pas d'avis tranché là-dessus. Qui l'ont attaqué sur le fait que la grande roue de la Concorde briserait la perspective historique à cet endroit-là. C'est à quoi la justice a tranché dans votre sens, en disant que la roue était ajourée. Vous connaissez l'histoire de la perspective. Elle n'existe plus. Vous savez, parce que beaucoup de Parisiens, et je remarque que beaucoup de journalistes parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. C'était quoi la perspective et l'axe historique? Eh bien, ça partait du château du Louvre, qui a brûlé pendant la Révolution, au château de Saint-Germain. C'était l'axe historique, ce qu'on nous rabat sans arrêt, l'axe historique. Mais il en a pris une couche, l'axe historique, quand ils ont fait la défense, avec les tours. Et puis quand Napoléon a mis son obélisque, et quand Mitterrand a mis le Louvre, c'est fini, il n'y a plus d'axe historique depuis longtemps. C'est un autre axe historique. L'axe historique, il est mort. Alors ceux qui en parlent, faut qu'ils se mettent 500 ans avant. Alors attendez, la perspective, je suis d'accord avec vous. Mais c'est pas ma question. Mais le tribunal, vous parlez de l'aspect, ce sont des gens qui n'arrêtent pas de se plaindre, ils attaquent tout le monde. Eh bien, ils ont perdu. Vous voyez, moi, j'ai pas d'alliance avec le tribunal, ils ont perdu au tribunal. Ils ont fait appel, puis vous savez ce qu'ils viennent de faire? Ils ont enlevé l'appel. C'est à mon avis, ils ont compris que ça allait leur coûter cher. Je trouve que l'argument qui était de dire que la roue était ajourée et que le fait qu'elle soit ajourée ne gâche pas la perspective était un argument complètement absurde, parce que dans ces cas-là, on peut mettre un chien sauf pour les gens qui ont jugé avec un gros trou au milieu, dire c'est ajouré, donc ça gâche pas. Non, mais sauf pour les gens qui ont jugé l'affaire avec des plans, et sauf pour les gens qui trouvent que c'est bien et que c'est bien ajouré. Vous venez de dire, vous avez donné qu'un avis là, c'est tout. Et c'est le vôtre, et gardez-le. Je n'ai pas d'avis tranché sur la question. Je donne les arguments de la SPEF que je considère qu'on peut les entendre. Mais moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Vous savez ce que c'est que la SPEF? Vous savez qui c'est qui est là-dedans? C'est des gens de l'État, de la culture et tout, qui n'aiment pas les manèges. Mais il y a des gens très bien dans le. Oui, ils sont très bien, mais qui restent chez eux, qu'ils arrêtent d'emmerder les gens en populaire. En face, ils ont pas mal. Votre question, Romaric. On a eu un même système dans la fête des Tuileries. Je vous explique. Vous avez 2 minutes? La fête foraine. Non, mais c'est important pour moi. Vous m'invitez pour parler de la fête, mais vous en parlez. La fête foraine dans les Tuileries. Tout le monde a trouvé drôle qu'en 85, les forains rentrent dans les Tuileries. On a dit, il faut un coup de force. Moi, j'ai remarqué que quand les ouvriers dans une usine, ils manifestent parce qu'on ne les paye plus ou qu'on va fermer l'usine, ils manifestent. Mais quand les forains occupent un site pour leur travail, c'est un coup de force. Non, c'est parce qu'on a la manière de l'expliquer. En disant c'est un coup de force, après on vous amène la force. Quand nous sommes rentrés dans le jardin des Tuileries, et pendant des années, vous avez des riverains qui se sont plaints, en disant, attendez, on avait un jardin qui était beau, maintenant on a des gitans là-dedans. C'est comme ça qu'ils expliquaient, les gens qui sont bien, là, comme vous dites, parce qu'ils nous parlaient comme ça, c'est des gitans. Mais on n'est pas des gitans, et c'est pas un camp de gitans, c'est une belle fête foraine qui se tient bien, il n'y a pas de bruit, ça se fait très bien. Et il y a eu 9 procédures au tribunal, ils ont perdu les 9. Et après, on était au Conseil d'État. Et vous savez ce qu'il a dit, le Conseil d'État? Rien n'empêche une fête foraine dans les Tuileries, parce que c'est un jardin qui a été conçu pour faire la fête. Donc, il ferait pas mal de... Les gens de la SPEF, c'est des historiens. Moi, je vais leur envoyer le livre d'histoire. Parce que Catherine de Médicis, quand elle a fait créer ce jardin, elle a dit, je veux un jardin autour du château pour qu'on fasse la fête et que le peuple s'y amuse. Donc, pour s'y amuser, on s'y amuse avec quoi? Avec des patinettes? Non, en mettant des manèges. Allez, deux dernières questions. Romaric, allez. Je ne sais pas qui est-ce qui pose la dernière question. Philippe? C'est Philippe. Allez, Philippe, une dernière question. Allez. Écoutez, ça ne m'avait pas échappé que vous aviez quelques ennemis autour de vous, dans toutes vos activités et tout, mais vous avez défrayé la chronique parce que vous avez loué à Florian Philippot, qui venait de quitter le Front National, des locaux. Très bien. C'est courageux. C'est courageux. C'est pas ici qu'on vous le reprochera, bien évidemment. Mais c'est quoi? C'est de la conviction politique ou c'est pour emmerder? C'est quoi? Là encore, c'est un avis que, si vous permettez, pourquoi pas, mais c'est pas fait pour arranger quand même les affaires avec tout le monde. Vous dites ce que vous dites. Vous dites ce que vous dites et je vous laisse vos paroles pour vous. Mais je peux vous expliquer la vérité. Elle peut vous intéresser. Vous savez ce que c'est que l'immeuble qui est à la Chope des Puces? C'est un immeuble où il y a plusieurs appartements. Et quand il y a des appartements qui sont libres, il y a une agence qui les loue, tout simplement. Je n'ai pas convié mon ami Philippot, comme j'ai lu dans les journaux. Monsieur Philippot a été un homme très agréable avec nous. Chaque fois qu'il y a eu des coups durs pour les forains, il a essayé de venir auprès des forains, mais pas seulement à Paris. Il est venu dans le Nord, il est venu ailleurs, et il veut être l'ami des forains, tant mieux pour lui.
J'ai rien à voir avec lui, moi. Il fait sa politique et moi, je fais la mienne. Mais par contre, c'est quelqu'un qui n'est pas désagréable, qui a loué un appartement qui est là. J'ai pas amené mon ami Philippot dans un appartement. Que ça soit Fanny Philippot, Tartampion. J'ai bien loué dans le temps au Parti communiste. On va me le reprocher aussi. Non, mais vous auriez pu refuser de louer, vous ne l'avez pas fait. C'est tout à votre honneur. Il m'a rien fait, moi. Moi, c'est les gens qui l'attaquent. Moi, il m'a rien fait. Le jour où il me fera quelque chose, je saurai quoi lui dire. C'est tout. Bon, allez, Hidalgo, on revient à Hidalgo. Elle fait ses choix. Vous avez dit que ça serait plus dynamique, ça l'est. Hein. Hidalgo fait ses choix. Oui aux migrants, non aux forains. Allez hop. Marché de Noël. Campion a vaincu Hidalgo. Elle devra subir le supplice de la grande roue. Voilà. Et on retrouve dans quelques instants Marcel Campion. Et on va passer à notre nouvelle rubrique que vous allez découvrir qui s'intitule « À la barre de Bistro Liberté » avec Marcel Campion, votre procureur et votre avocat. Vous allez devoir les écouter. Marcel Campion, dans quelques instants, et la nouvelle rubrique de Bistro Liberté. C'est la première rubrique que nous retrouvons de ce nouveau Bistro Liberté, nouvelle formule, avec un procureur et un avocat. Ils changeront bien évidemment aujourd'hui. Notre procureur, c'est Olivier François du magazine Éléments. Bonsoir Martial. Et notre avocat, ce sera bien évidemment Nicolas Gauthier de Boulevard Voltaire. Bonsoir Martial. Allez, je donne tout de suite la parole. Vous avez moins de 5 minutes. Dans plus de 5 minutes, je vous arrête, on coupe votre micro. Et donc le procureur devra bien parler, soliloquer, il parlera lui-même. Oui, mais très bien Martial. Mais déjà, j'aimerais dire à nos amis et à Marcel Campion que ce soir, ce n'est pas un plaisir pour moi de me faire l'accusateur de Marcel Campion. J'y ai beaucoup réfléchi, j'ai fini par accepter cette lourde charge, mais d'abord, il faut dire que pour moi, Marcel Campion, j'ai d'abord de la sympathie pour lui, une grande sympathie. Ça commence bien. Ça commence mal. J'ai une grande sympathie Il est déjà pour quitté, lui là. pour plusieurs raisons. D'abord, évidemment, parce que c'est un opposant à une terrible femme qui s'appelle Anne Hidalgo. Et même si c'est de plus en plus courant aujourd'hui de s'opposer à Anne Hidalgo, Oui. c'est quelque chose de méritoire et d'estimable. Ensuite, et là c'est plus personnel, puisque je suis un amateur de jazz, j'ai appris que Marcel Campion, j'ai même vu des vidéos sur Internet, que Marcel Campion était un guitariste de jazz manouche, un successeur et un défenseur de Django Reinhardt, de Stéphane Grappelli. Et tout homme de goût, selon moi, doit admirer ce jazz manouche qui fait partie du patrimoine français, Nuages, de Django Reinhardt. On pourra en parler des heures et des heures. Mais, mon cher Martial, ma chère Caroline, mon cher Marcel Campion, mes chers concitoyens, je pense qu'il y a des moments où, malheureusement, la sympathie qu'on éprouve pour des êtres, les inclinations, doivent laisser le pas à la défense du bien commun et à la défense de la vérité. Et l'heure est grave. L'heure est grave, mon cher Martial. L'heure est grave. Je ne m'adresse pas à cet homme. L'heure est très grave, car... sous les sourires de Marcel Campion, on l'a appelé, paraît-il, certains journalistes l'ont appelé le roi des forains. Moi, je pense que c'est l'empereur des forains. Et je pense qu'il va prochainement, sans doute, je le soupçonne en tout cas, de mener une guerre clandestine pour l'instant, contre le silence. Alors avant de venir ici, j'ai retrouvé une très belle citation du philosophe allemand, si cher à certains d'entre nous, Friedrich Nietzsche. Et je trouve que cette citation devrait être un article dans tous les programmes politiques, ceux qui s'intéressent à la ville en tout cas. Je vous lis cette citation. Il serait nécessaire de comprendre un jour ce qui manque avant tout à nos grandes villes, des lieux de silence, spacieux et fort étendus, destinés à la méditation, pourvus de hautes et de longues galeries pour les intempéries, où le trop ardent soleil, où ne pénètre nulle rumeur de voiture ni de crieur. Notre désir serait de nous voir nous-mêmes traduits dans la pierre et dans la plante, de nous promener au-dedans de nous-mêmes lorsque nous irions de ci, de là, dans ces galeries et dans ces jardins. J'aime beaucoup cette citation et malheureusement, je pense que Marcel Campion ne sera pas le candidat le plus à même de réaliser les vœux du cher Frédéric et d'instaurer ce silence. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut résister à Marcel Campion. Car imaginez si Marcel Campion obtenait tout ce qu'il veut, si les pouvoirs se soumettaient au roi des manouches, au roi des forains. Ce serait la fête à neuneux partout.
Il y aurait le Luna Park intégral. On pourrait imaginer des multitudes festives déferlant dans nos rues, des places des villes occupées par des grandes roues. Il n'y aurait pas d'ailleurs des grandes roues seulement, place de la Concorde, de la Tuileries, mais il y en aurait place de la Sorbonne. On installerait même peut-être des grandes roues dans des places du Grand Paris, comme dit Anne Hidalgo. Enfin, tout ça me fait peur, mon cher Martial, et mes chers concitoyens et ma chère Caroline. Et c'est pour ça que, malgré toute la sympathie que j'ai pour Marcel Campion, je pense qu'il faut appeler à la résistance. Je sais que vous êtes un homme qui admirait beaucoup un certain général qui, le 18 juin 1940, a lancé cet appel. Et moi, je lance contre Marcel Campion un appel à la résistance et à la défense du silence. À bas les barbes à papa dans les cantines. À bas les baraques à frites. À bas les manèges. À bas les autotamponneuses. Nous voulons le silence. Nous voulons ces grandes galeries où nous pourrons marcher et flâner en paix. Bon, on va passer à la défense. Après, vous aurez la parole. Vous ne l'attendiez peut-être pas sur ce terrain-là, pour le coup. Oh non, mais là, j'ai les réponses. On va donner la parole à la défense. Et puis après, bien évidemment, à vous. Bon, une fois de plus, je constate que mon client est en butte à un délit de mauvaise réputation. Il est stigmatisé, surtout par quelqu'un qui fait beaucoup de bruit en lui reprochant effectivement à ce monsieur de ne pas être assez silencieux. C'est là où, effectivement, le procureur, effectivement, est à côté, un peu à côté de sa robe. Alors, c'est vrai que mon client est victime de cette stigmatisation. C'est un manouche, autant dire, un tzigane, des gens du voyage, un gitan. Et même la littérature s'en est mêlée. Regardez, par exemple, à propos de ces voleurs de poules, Alphonse de Lamartine qui dit « Ô gitan, suspends ton vol ». Ce qui est un signe. Cette mauvaise réputation, en fait, je pense qu'il faut en chercher les causes dans l'histoire. Il fut un temps, avant les grands bouleversements du vieux continent, la chute des vieux empires, les gens du voyage, là je vais reparaphraser un autre poète, Arthur Rimbaud, c'est le peuple aux semelles de vent. Dans l'empire austro-hongrois, dans l'empire ottoman, les gitans, effectivement, étaient en perpétuel mouvement. C'était pas encore des forains, mais ils avaient deux privilèges. La vente des chevaux, chevaux de trait pour les paysans, chevaux de guerre pour les armées, mais ils faisaient également la fête. Et ils avaient ce privilège de jouer de la musique dans les mariages, les baptêmes, les enterrements. Et le progrès est arrivé avec lui, le monde moderne, le socialisme. Et on n'a non pas voulu mettre les gitans au travail, n'exagérons pas, mais on a voulu les sédentariser, en faire des ouvriers, en faire des paysans. D'où la mauvaise réputation qui, injustement, leur colle à la peau. Alors après, que les fêtes de mon client fassent du bruit, c'est un fait, si on peut dire. Mais elle en fait toujours moins que la Gay Pride, et c'est un bruit beaucoup plus agréable. On a reproché à mon client, parce qu'on lui fait beaucoup de procès d'intention, d'avoir attaqué, ou peut-être un coup de force, peut-être s'est-il énervé dans son désir de bien faire, d'avoir attaqué le parc Mirapolis. Je pense que c'est une faute grave, parce que tant qu'à triquer quelqu'un, c'était Mickey qu'il fallait triquer. Et malheureusement, on n'a pas vu notre ami à Disneyland. Mais comme en France, tout se finit aussi en chanson, et c'est là où voudrait l'avocat de la partie civile a évoqué la mémoire de Django Reinhardt, qui était un grand musicien. Et on va reparler encore d'histoire. À la fin de la guerre mondiale, la seconde, Stéphane Grappelli était à Londres, Django Reinhardt était à Paris. Ils se retrouvent, on fête la libération, c'était déjà une fête foraine. Que font deux musiciens quand ils se retrouvent après tant d'années de séparation? Ils se retrouvent dans un studio et ils font de la musique. Et ils enregistrent la plus belle version de la Marseillaise qui soit, qui est presque aussi bonne que celle de Serge Gainsbourg. Donc je demande l'acquittement pour mon client. Alors, à la barre de Bistro Liberté, bon, c'est quand même moins dur que dans la justice française. Oui, bien sûr. Enfin, je dirais que pour le silence, c'est vrai, c'est bien d'avoir le silence, mais il y a les cimetières pour ça, là. C'est un chemin. Mais
On aura tout le temps. Moi, je m'aperçois qu'il y a longtemps que vous n'êtes pas venu à la fête foraine, parce que dans les Tuileries, on ne fait plus ni de musique, ni de micro, ni rien. Les gens peuvent se parler. Et les manèges ne font pas de bruit. Et vous avez la préfecture de police qui, à la demande des riverains, aussi bien de ce côté-là que du côté du 12e, ils ont demandé des essais de bruit. Et vous savez ce qui dépasse les bruits de la fête foraine? Les motos, les scooters. Ouais. Donc il faut interdire les motos et les scooters. Et puis après, on reparlera de la fête foraine. Non, disons que quand on veut perdre son chien, on dit qu'il a la rage. Et c'est dommage, le monde forain, le monde gitan, le monde des gens du voyage subit encore ça par des catégories qui malheureusement sont celles qui commandent. Et puis on met tout le monde dans le genre du voyage, maintenant tout le monde est mis. Oui, bien sûr. Un peu tout le monde. Allez, merci beaucoup pour cette rubrique. Merci de voir, vous êtes efforcés à être à la fois le procureur et l'avocat. On retrouvera à chaque fois dans Bistro Liberté cette rubrique-là. On changera peut-être de procureur et d'avocat au fur et à mesure de nos invités. On va passer tout de suite. Avocat, c'est pas un métier. Je vois que vous n'usurpez pas votre réputation de personnalité la plus rentre-dedans. On vous a remis ce prix-là, je crois. Oui, c'est ce qu'on m'a dit cette année. On m'a rien remis, on me l'a dit. Ah oui, vous n'avez pas eu une grosse statue. Les cadeaux, je les attends. Un objet d'art. Et donc vous avez toute votre place au milieu des grandes gueules de Bistro Liberté, hein, évidemment. Merci. Nous allons passer au premier débat politique de la soirée. Nous allons retrouver nos sociétaires pour cela. Nationalistes contre progressistes, un nouveau clivage? On se retrouve dans un instant. Nationalistes contre progressistes, le nouveau clivage? Pour des raisons tactiques, le président Macron résume les futures élections européennes en une bataille entre nationalistes et progressistes. Au-delà du discours manichéen, on ne peut s'empêcher de noter qu'entre Merkel et Macron, d'une part, et Salvini et Orban, d'autre part, se constitue une fracture ouverte. Dès lors, peut-on parler de véritable clivage qui serait finalement celui de l'Europe des peuples contre l'Europe des élites ? L'Europe des peuples contre l'Europe des élites, où vous situez-vous? J'ai bien une petite idée. C'est vraiment compliqué, mais les élites, il est vrai qu'il faudrait vraiment qu'ils descendent dans le peuple pour comprendre les choses. Et alors, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien là-dedans. Les élites devraient s'intéresser au peuple. Il y a une coupure, une fracture. Il y a carrément une fracture. Bon, même si de temps en temps, ils viennent faire une visite au moment des élections, ils ne comprennent pas ce qui se passe dans la rue en réalité. Et c'est vrai qu'il y a un grave problème qui est en train de se profiler en Europe et il faut avoir l'œil dessus. Oui. On voit bien, Édouard Chano, que le Macron réinstalle un clivage finalement qui est un peu celui du bien contre le mal, le camp du bien contre le camp du mal. Hein. C'est une guerre particulièrement... Surtout qu'il est dans le camp du mal. C'est ça l'ennui. Votre opinion là-dessus? Oui, il y a un fond de vérité dans ce que vous appelez le nouveau clivage, mais j'ai un peu quand même envie de dire, sans vouloir faire de la méta-histoire, que c'est pas non plus très nouveau. Ça fait quand même 2 siècles et demi que ce clivage existe, les enracinés, les émancipateurs, etc. En plus, on parle de la Hongrie, il y a 2 siècles et demi, on était en guerre à peu près pour les mêmes raisons contre eux, parce qu'ils avaient le mauvais goût de vouloir garder des couronnes sur leur tête. Alors évidemment, la République n'était pas très contente. Bon, donc c'est un peu la première remarque, et puis ensuite, bon... Il y a quelque chose un peu gênant avec le nationalisme parce qu'on rate un élément, on rate tout simplement le fait que la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie, etc., j'en oublie un, Hongrie, Pologne, Tchéquie, bref, le pacte des Visegrad, on se rend bien compte qu'il ne s'arrête pas au seul nationalisme. Là, ce qu'on a sous nos yeux, c'est peut-être, et je pense qu'il y a quelque chose de vraiment de juste là-dedans, c'est la prémisse d'une alter-union. Et c'est justement cette espèce de confédération qui est essentielle à mon avis. Donc nationalisme, il faudrait peut-être revoir cette catégorisation. Et puis progressisme, bon, si Emmanuel Macron a envie de s'appeler progressiste, on veut bien lui accorder ça. Oui, progressiste d'ailleurs, c'est pas une expression tellement flatteuse, je trouve. On voit, le curé progressiste avec sa guitare, Jésus revient, Jésus revient. Est-ce que c'est pas finalement les populismes qui sont plutôt la jouvence actuellement de l'histoire aujourd'hui? Il fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre. On l'attendait. En fait, c'est arrivé avec juste 2 ans de retard. Parce que le déclencheur de tout ça, c'est quand même l'invasion migratoire d'il y a 2 ans, quand il y a 1 million de pseudo-réfugiés qui sont arrivés et quand Angela Merkel a voulu accueillir
Et il y a d'ailleurs en Allemagne, parce qu'on parle de Orban, de Salvini, mais en Allemagne, il y a un phénomène au-delà de l'AfD qui est rentré au Parlement, c'est quand même l'épouse d'Oscar Lafontaine. Oscar Lafontaine, qui est le grand opposant socialiste, ancien président des socialistes allemands. Sa femme qui a créé Die Linke, c'est-à-dire la gauche, très à gauche, même avec les anciens communistes et tout, et qui vient de faire des déclarations fracassantes en disant « Stop immigration ». Et là, cette fois, c'est un populisme de gauche qui rejoint ce qui était le populisme plutôt à droite généralement, mais est-ce que le populisme est de droite ou de gauche? Vaste question, j'ai bien la réponse. C'est ni de droite ni de gauche, comme d'ailleurs tous les grands débats. Aujourd'hui, il y a une fracture parce que les gens considèrent en Europe qu'ils sont directement menacés, ce n'est pas une question de racisme, s'ils sont directement menacés, certes, dans leur identité, et l'identité est beaucoup plus importante dans le peuple que dans les élites, mais ils sont directement menacés économiquement. Le chômage, la situation économique continue d'aller de plus en plus mal. Donc il y a effectivement cette fois une séparation, une dichotomie entre ceux pour qui ça va bien. Ils sont encore très nombreux, ceux pour qui ça va bien. L'Europe est encore riche. Les élites, c'est pas 20 personnes, les élites. Les élites sont importantes. Il y a des tas de privilégiés dans nos sociétés qui sont des cadres dans les assurances, dans les banques, dans tous les métiers, pour qui ça va encore bien. Mais petit à petit, il semble quand même qu'eux aussi peuvent un jour être menacés. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que de plus en plus de ces gens qui se considéraient comme totalement privilégiés, hors de tout danger, se retrouvent confrontés au problème de cette vague migratoire qui est quand même le nœud de tous les problèmes. Parce qu'à la base de tout, c'est pas l'euro, c'est pas le Brexit, c'est pas ça. Les gens comprennent à peine ce que ça veut dire. Le problème, c'est qu'ils voient bien, quand il y a des millions de chômeurs, quand il y a des millions d'immigrés qui arrivent, peut-être pas tous des sauvages, peut-être pas tous peut-être des gens effectivement qui voudraient s'assimiler, qui voudraient s'intégrer, qui voudraient travailler, mais il n'y a pas de travail. Ils n'ont pas les compétences. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de faire, j'allais dire, dans les banlieues de nos villes, non, parce que je rejoins ce que disait Marcel Campion tout à l'heure. Paris, maintenant, devient un vaste bidonville. Par ses chantiers, par une grosse partie de sa population. J'ai même une expression qui va sans doute horrifier, mais moi, je suis un Parisien de cœur qui, malheureusement, est horrifié par cette situation. Pour moi, Paris est devenu un vaste dépotoir à ciel ouvert. Je vais encore plus loin dire. Romaric, l'axe Salvini-Orban, et n'oublions pas l'Autriche, peut-il renverser la table ou du moins sérieusement perturber le ronron européen? Je sais pas. Vraiment, pour le coup, je pense que ce qui est certain, c'est que là où Macron essaye de rabattre ce nouveau clivage sur un clivage ancien, et faux d'ailleurs, de nationalistes contre progressistes, qui lui permet de passer pour le progressiste et de rabattre les populistes sur le clan nationaliste. D'abord, ce qui est un vieux clivage, mais un clivage faux, puisque finalement le progressisme, c'est une idéologie de la Révolution française qui serait de dire, qui s'arroge le progrès pour elle-même et qui dit les autres serait comme si les gens n'étaient pas pour améliorer leur situation, totalement absurde. Donc, mais pour dire que le progrès va être quelque chose qui va être fondé par les hommes, par la volonté humaine et collective, supervisée par l'État et par l'État-nation. Donc en réalité, à l'origine, le nationalisme comme le progressisme sont des idéologies nées de la Révolution française, donc strictement communes, et ont progressé autrefois à l'intérieur de l'État, à l'intérieur de la nation telle qu'elle était renforcée par l'État. Donc c'est la même chose à l'origine. Donc historiquement, c'est absurde de faire cette opposition. Et deuxièmement, si on l'a fait, on voit très bien, c'est pour du coup rabattre le populisme sur le nationalisme. Sous-entendu, les gens qui sont de ces vieux peuples européens et qui ne sont que de chez eux, qui ne sont que d'une nation, qui ne sont pas de plusieurs nations parce qu'ils viennent d'ailleurs, ou qui ne sont pas de plusieurs nations parce qu'ils circulent en avion d'une capitale à l'autre, sont d'infâmes nationalistes parce qu'ils ne peuvent pas, en fait, se réclamer d'autres parties du monde. Le nationalisme, c'est la guerre, disait Mitterrand. Et le nationalisme, c'est la guerre. Voilà, ce qui est dégueulasse, tout est la guerre. Le communisme, c'est la guerre, c'est l'internationalisme. L'islam, aujourd'hui, universaliste, c'est la guerre aussi, tout est la guerre. Enfin, c'est complètement absurde, ce genre de choses. L'homme fait la guerre depuis l'origine. Donc, savoir... il y a une mauvaise foi dans ce clivage-là. C'est un vieux clivage qui est faux et qui est rhétorique. Les nationalistes ne sont pas des nationalistes, ce sont des populistes. C'est la seule chose nouvelle qui émerge. Maintenant,
Qu'est-ce que signifie ce populisme? Qu'est-ce qu'il va dire? Il est légitime dans le sens où les peuples européens sont écrasés dans leur ressenti, ne sont pas pris au sérieux, sont piétinés par des élites qui ont trahi. Moi, par rapport à ça, après, je me méfie de tout le monde, autant des élites qui trahissent que du peuple qui s'emballe. Donc, le problème, c'est est-ce que ce populisme a donné naissance à des élites légitimes ou est-ce qu'il va s'embourber lui-même, ce qui donnera de toute façon toujours des raisons à de mauvaises élites de reprendre le dessus. Donc, Puis la France n'a pas surfé encore sur cette vague, Martial. Est-ce que Marine Le Pen peut profiter de la vague populiste ou bien est-ce qu'elle est dans un tunnel de procédures judiciaires, fiscales? Est-ce qu'elle court le risque de rater la vague pour le coup? Pourquoi la France est à la ramasse comme ça sur cette vague? Moi, je pense que c'est un problème de confiance. Je pense qu'il y a eu un bug dans la campagne présidentielle de Marine Le Pen. Elle le sait et que ça pose un véritable problème pour elle et pour la suite des événements. Donc, elle est intelligente, elle est capable de comprendre cela. Et deuxièmement, les faits sont là. C'est-à-dire que la situation en France, elle est telle que, de toute façon, c'est pas Macron qui a répondu aux électeurs du Front National. Ça, c'est clair. C'est pas la politique de Macron qui, depuis 18 mois, permet à un électeur qui a voté Front National de ne plus voter Front National. Donc cet électeur-là, il était insatisfait en mai 2017, il est toujours insatisfait en septembre 2018. Oui. Voilà. Rien n'a été fait pour inverser le processus, pour le coup. Il faut que Marine Le Pen fasse cela. Marine Le Pen ou un autre, parce qu'on le voit bien, c'est quand même parfaitement clair, dans certains pays, eh bien, les personnalités qui émergent ne sont pas forcément celles que l'on attendait. Elles sont souvent nouvelles, elles viennent souvent d'horizons peut-être différents. Eh bien, écoutez, voilà, ce sera Madame Le Pen ou un autre, ou une autre, c'est sûr, c'est que la France ne doit pas y rester à la traîne. Non. Pour le coup, il n'a pas pointé son nez encore, hein, ou elle n'a pas encore vraiment pointé son nez, à moins que vous ayez des informations. Absolument pas. Non, absolument pas. Je disais, le Kremlin est très très mal informé sur ce genre de choses. Je dis ça, Caroline, parce que j'ai la parole, mais en fait, c'est quand même incroyable. Moi, j'ai été éberlué de voir quand même, lors de la conférence à Versailles du président de la République française et du président Poutine, le président français s'en prend à Sputnik et à Russia Today, de médias qu'il a diabolisé, criminalisé dans une conférence de presse. Et là, je me suis dit, nationaliste, progressiste, vous voyez, il y a quand même cette vision binaire, cette vision du mal et du bien, qui fait qu'il n'est pas très intelligent. Il y a une diabolisation. Ou alors il le fait exprès, c'est pas... Ou alors faire exprès, non, je pense que... Bon, j'ai plutôt tendance à penser qu'il est assez mal informé. Hein. Si on reprend la chronologie des événements, votre conférence de presse, c'est après son élection, donc juin, si je me rappelle bien. Les premières attaques contre Sputnik qui émanaient du camp Emmanuel Macron datent de fin décembre. Donc 6-7 mois avant. Ça a été en partie Richard Ferrand, dont on a entendu pour d'autres raisons depuis. Et toujours avec la même logique. Toujours, on pointait surtout du doigt la nébuleuse, les gens qui lisent Sputnik, davantage que Sputnik à proprement parler. Donc en fait, c'était un amalgame. C'était assez simple de nous attaquer de cette manière-là. Et puis, vous avez été frappé par la conférence de presse à Versailles. Oui, c'est quand même surréaliste. C'est-à-dire qu'on a un chef d'État devant les caméras du monde entier pour la première rencontre internationale qui a nommément attaqué deux médias. Bon, depuis, il persévère. Hier, le Quai d'Orsay et le ministère des Affaires étrangères, les centres d'analyse et de prévision des deux ministères ont pondu un nouveau rapport nous accusant de désinformation. La loi fake news, c'est contre vous, non aussi? Elle a été créée pour vous, non? Je trouve que c'est quand même assez mal taillé encore. Enfin, j'ai du mal à porter le costume, mais bon, oui, c'est censé être destiné à Sputnik et RT. Si j'avais su, je serais pas assis à côté de vous. Tant pis, c'est trop tard. Marcel Campion, je crois que vous voulez conclure. Oui, moi, j'aimerais bien dire quelque chose, parce que tout ce qui vient de se dire, là, c'est de la politique, mais je vais dire de la basse politique. On ne sait pas où on en est, qui dit quoi. Mais en réalité, c'est quoi les causes? Les causes, c'est que l'Afrique veut venir manger, boire et dormir chez nous. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à faire ça chez eux. Alors que chez eux, il y a des richesses immenses. Alors, si on avait des chefs d'État un petit peu sérieux, parce que moi, les affreux coloniaux leur ont pris quand même. Quand ils se rencontrent, les chefs d'État, c'est toujours surprenant, ils se disent plein de choses, et quand ils s'en vont, on n'a rien compris. Mais là, ils pourraient dire un coup, tous ensemble, on va sauver l'Afrique. Et comme ça, ils vont rester chez eux. On va rebâtir des choses touristiques, leurs richesses, on va leur laisser. Parce que pendant qu'on les pille, eux, ils arrivent ici. Maintenant, il y a aussi l'histoire de celui qui est pour les migrants, celui qui n'est pas pour les migrants. Ça, c'est une posture. Faites-en prendre chez eux, les migrants. Vous allez voir s'ils vont les prendre. Ils veulent bien les mettre chez vous, comme Mme Merkel. Elle veut bien en mettre 1 million dans le pays, mais elle n'en prendra pas chez elle. Donc ça, c'est le numéro de cirque qu'on connaît.
L'ennui, c'est que c'est pas pris à la base, tout ça. Si toutes ces populations vont continuer à se déverser, c'est parce que chez eux, il n'y a rien et on les pille. Quoi qu'on en dise, moi je lis beaucoup, je regarde des journaux financiers, je vois qu'il y a du nickel, qu'il y a de l'or, qu'il y a du bronze, ça part, et tout ça, ça part où? Ça part dans des boîtes CAC 40, on vous en parle plus. Dès que c'est arrivé là, ça s'évapue, c'est évacué. Mais il est là le problème. Si on veut que ces gens-là restent chez eux, si on veut pas qu'ils viennent chez nous, parce qu'il y a aussi le fait que s'ils viennent chez nous, ça crée des problèmes. Moi, j'ai vu une population l'année dernière en Allemagne, j'ai vu autour d'une gare, c'était pas très joli ce qui se passait, j'y étais, c'était pas beau. Hein. Alors, les Allemands ont du mal à supporter ça aussi. Mais essayons d'avoir des politiques qui sont de bons pères de famille. Essayons de les aider à rester chez eux, comme ça ils vont moins nous envahir. Vous savez quoi, Marcel Campion? Macron a bien raison de se méfier des Gaulois parce qu'il pourrait bien lui bouter le train plus vite qu'on ne le pense aux prochaines élections. On découvre à présent une nouvelle rubrique. Que faisiez-vous à 18 ans? En 1958, quand vous aviez 18 ans, le général de Gaulle prenait le pouvoir. Il succédait à René Coty. Il faut dire que René Coty n'était pas vraiment à la hauteur de la situation. Et quelle situation! Putsch d'Alger, indépendance de nos colonies africaines, finance sous perfusion américaine. Face à ce foutoir, il fallait une légende. Ça tombe bien, le 13 mai 58, De Gaulle se déclarait prêt à assumer les pouvoirs. Mais comme le dernier militaire aux commandes, le maréchal Pétain, avait laissé un mauvais souvenir aux yeux de certains Français, le général s'empressa de dissiper des doutes en déclarant « Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ?» Il est vrai que le grand Charles était un spécialiste des formules choc qui seront souvent démenties par l'histoire. Il y a eu le « Je vous ai compris, mais les pieds noirs, eux, ressentiront l'inverse ». Et puis, vive l'Algérie française, il signera l'indépendance 4 ans après. Vive le Québec libre, qui restera canadien. Et surtout, il dira « La Fédération européenne serait régie par un aéropage technocratique, apatride et irresponsable. » Et là, il avait été un sacré visionnaire. Aujourd'hui, De Gaulle irait en prison pour sa fameuse réplique « C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes et des Français noirs. Il montre que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle. Mais à condition qu'il reste une petite minorité, sinon la France ne serait plus la France. » En 58, Marcel Campion, vous étiez déjà forain et il y a une nouvelle qui a dû sacrément foutre la pagaille. Je veux parler du nouveau franc. Imaginez les 10 tours de manège qui passent de 100 francs à 1 franc. La règle de calcul était simple et c'est certainement pour ça que la majorité des Français continueront à parler en ancien franc. Plus tard, la conversion entre l'euro et le franc était plus compliquée et l'on raisonna donc rapidement dans la nouvelle monnaie. Mais avec le nouveau franc, c'est toute une génération qui sera larguée et l'on assiste même chez nos grands-mères à des passages hasardeux entre l'euro et l'ancien franc. Elles trouvent qu'une chaudière à 1 million, c'est vraiment cher. Refaisons le calcul. La chaudière est à 1522 €, ce qui divisé par 6,57 fait 10 000 francs. Mais comme 10 000 francs font 1 million d'anciens francs, la chaudière est bien à 1 million. Attention, si les eurosceptiques sont majoritaires dans 9 mois à Bruxelles, nous repasserons peut-être à un nouveau franc. Votre grand-mère va faire des cauchemars. En 58, le régime de Batista, soutenu par les Américains, est attaqué par des guérilleros communistes. Ils sont menés par Fidel Castro et Che Guevara. Ils auront le soutien des intellectuels de gauche comme Jean-Paul Sartre. Et les 68ards feront même de Che Guevara un héros romantique. Le pays fut longtemps épaulé par l'URSS qui lui accordait une aide en échange de son alignement sur sa politique. Il s'ensuit un exode de centaines de milliers de Cubains vers notamment la Floride. Les opposants au régime iront en prison. Le gouvernement cubain met en place une économie planifiée qui se traduira par un effondrement. Côté culture, le film de Cécile B2000, Les 10 commandements, était premier au box-office français. Tourné dans le Sinaï, il était le film le plus cher jamais produit avec 10 000 figurants, 100 000 accessoires et une des distributions les plus importantes jamais réunies. On y retrouve Charlton Heston dans le rôle de Moïse et Yul Brynner y incarne Ramsès II. La France brille avec Ascenseur pour l'échafaud réalisé par Louis Malle d'après un scénario du hussard Roger Nimier. Avec Maurice Renet, Jeanne Moreau et Lino Ventura, nous avons là 3 des plus grands acteurs de l'époque. Musicalement, ce film est magnifiquement illustré par la trompette de Miles Davis.
De Gaulle, le nouveau franc et la révolution cubaine, ainsi que la sortie des 10 commandements et d'ascenseurs pour l'échafaud. Que pensiez-vous de tout cela quand vous aviez 18 ans? Et maintenant, avez-vous changé d'avis? J'ai quelques éléments de réponse. Vous m'avez dit, j'ai commencé à travailler à 12 ans. Qu'est-ce que vous faisiez à 18 ans? À 12 ans, j'étais employé, je faisais des montages et des démontages. À 18 ans, j'étais devenu un professionnel. Je vendais des patates, des frites dans un petit local de 2 mètres carrés. J'épluchais moi-même mes pommes de terre et c'était ma première entreprise. J'avais 18 ans. Par contre, j'ai été choqué, justement, cette année-là, avec l'histoire du franc. La recette avait baissé. C'était plus ce que j'estimais. Pourquoi? Parce qu'on ne comprenait rien à l'époque. Ce changement subi nous avait tous déphasés. Bon, il fallait bien qu'il y ait un changement un jour. Oui, mais quand vous arrivez, moi, je parlais en commencez... sous encore. Chez moi, on parlait en sous. Donc, c'était 20 sous est égal à 1 franc. Quand vous montez une petite entreprise et que vous pensez faire tant de milliers de francs et d'un seul coup, vous avez 3 ou 4 francs, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On ne comprenait plus rien. Il fallait se trouver dans l'imbroglio. Bon, après, ce qui nous a fait rêver, c'est l'histoire du Che Guevara et tout ça, Fidel Castro, qu'une poignée de mecs aille libérer toute une... Ça nous a fait rêver. Moi, je ne sais pas ce que ça a donné. Ils n'ont pas beaucoup libéré, vous savez. Non, mais sur le coup, c'est quand même 60 gars qui ont été attaqués des armées, qui se saoulaient la gueule et puis qui mettaient tout le monde sous la trique. Moi, j'ai été, il n'y a pas longtemps, j'ai été revoir un peu l'histoire du Che Guevara. Je sais que tout ça, ça a été un mythe, puisque maintenant, vous avez des photos de Che Guevara partout. On les Grand ami d'Anne Hidalgo, d'ailleurs. Oui, non, mais alors, moi, j'ai une petite anecdote là-dessus. Elle m'a demandé, il y a 2 ou 3 ans, hein, c'est pas vieux, si je pouvais lui faire rencontrer son frère, parce qu'il y a une fratrie. Il y a un frère, il y a un demi-frère, il y a une fratrie. Le père du Che a eu beaucoup d'enfants, et il y en a un qui travaille au CNRS à Saclay. Elle savait que je le connaissais, et par l'intermédiaire d'un copain, je lui ai fait rencontrer. Elle adorait le Che. Elle vous doit ça aussi. Oui, elle a eu droit à ça aussi. Ça me fout la trouille, moi. Ça me fout la trouille. Bon, alors, et le général de Gaulle, alors, dans tout ça, dites-moi. Le général de Gaulle, moi, ce qui me plaisait dans son discours, c'est l'histoire du panier de la ménagère. Vous vous rendez compte, il expliquait ça aux Français. Et c'est pour ça qu'on n'était pas endettés à l'époque. Parce qu'il disait, la ménagère, elle part avec son filet et elle ne va pas en dépenser plus. Elle a rempli son cabas pour donner à manger. C'est des phrases qu'il a dit. Et en réalité, c'était ça, la gestion d'un pays. Vous vous rendez compte, maintenant, il gère avec des milliards, on ne les a pas. Et on n'arrête pas de nous dire qu'on est endetté. De Gaulle n'aurait pas accepté ça. Vous avez été ami, vous avez connu les présidents de la République successifs. Quel est celui qui vous a... Ami, c'est un bien grand mot. Mais oui, des relations, oui, avec Chirac, avec Mitterrand, François Mitterrand aussi, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, discuter avec lui. J'ai discuté avec beaucoup de politiques, Georges Marchais, plein de gens. Le père Le Pen, j'ai discuté avec tous ces gens-là. Moi, j'aime bien savoir, je ne me fie pas trop à ce qui se dit. Vous savez, je faisais une fête foraine à Saint-Cloud. À Saint-Cloud, qu'est-ce que faisait Le Pen? Il amenait ses gosses. Et vous savez qui y jouait? Les gosses de Le Pen jouaient avec les filles du maire de Sèvres, qui était Nathalie Cossizio-Morizet. Ils avaient tous le même âge. Ils jouaient sur nos manèges ensemble. Donc moi, je parlais avec ces gens-là. Bon, je n'ai pas vu de discrimination comme on nous explique. C'est tout. Mais je ne fais pas de politique à ce niveau-là. J'en faisais pas. Un que vous avez retenu, qui vous a plus plu? Il y en a quand même un qui vous a plus marqué que les autres. Oui, vous avez trouvé plus sincère que moi, les Chirac m'a marqué, mais après, quand j'ai vu qu'une fois qu'il était arrivé au poste, qu'il s'en foutait un peu de tout, là, il m'a marqué d'un autre sens. Parce qu'on ne l'a pas vu faire grand-chose. Par contre, il a lutté toute sa vie pour monter, et une fois qu'il était assis sur le siège, il a coupé les cordons avec plein d'amis qu'il avait autour, y compris des gens que je connaissais bien. Il les a laissés, il les a même plus vus. C'est quand même dramatique. Parce qu'ils ne sont pas tous un peu comme ça. C'est des gens, c'est des tueurs. Quand vous arrivez président de la République, c'est des tueurs. Ils tuent ceux qui ont pu leur rendre service, ils ne veulent plus les voir. Ouais. C'est inimaginable. Et ça, je l'ai vu avec plusieurs. Marcel Campion, on dit que les Tuileries, vous les avez, c'était pour Noël, parce que c'est Macron qui est intervenu. Vous connaissez Emmanuel Macron? Mais non, je ne connais pas Emmanuel Macron. Ce qui s'est passé pour les Tuileries, c'est encore une invention des journalistes. Les Tuileries, c'est tout simple. Ça fait 33 ans qu'avec notre association, on gère une fête foraine dans les Tuileries. On sait ce qu'il faut faire si on veut obtenir une autorisation. On dépose un dossier et s'il est validé par le Grand Louvre, on vous dit oui. Je ne vois pas ce que Macron viendrait faire là-dedans. Mais c'est vrai que j'ai lu ça dans la presse. J'ai vu que Macron nous aurait fait avoir ça pour tirer un peu la lanterne à Hidalgo. Et on m'a même prêté l'intention que je l'avais dit. Vous voyez parce que c'est bien en France. Vous ne parlez pas, on vous explique ce que vous avez dit.
Et après, tout le monde pense que c'est la vérité. Dernière question. Est-ce que c'est vrai que vous avez signé un engagement à ce que ça soit des produits français qui sera mis en avant? Non, je n'ai pas signé d'engagement, mais nous nous sommes engagés. Attention, il faut arrêter de cibler Marcel Campion dans l'opération. Nous avons une association de forains, et l'association a pris l'engagement qu'il y aurait 80% des produits français. On a du mal à les trouver, parce qu'en France, je peux vous dire qu'il n'y a plus grand-chose qui se construit. Hein. Il n'y a plus grand-chose qui... Regardez, vous n'avez plus de meubles français maintenant. Allez voir tous les marchands de meubles, ça vient d'Italie, ça vient d'Asie, ça vient de partout. Trouvez n'importe quel produit, même ça, je ne suis pas sûr que c'est fait en France. Mais même des légumes sur les marchés. Peut-être à l'époque, si c'est des vieux trucs. Mais c'est fini en France, on ne fait plus rien. Il y a plus... D'abord, ce qui est exceptionnel, regardez, il y a 3,5 millions de chômeurs. Tous les ans, je demande des gens pour travailler. Chez nous, on n'en trouve pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un métier difficile. Maintenant, vous avez des lois, on ne peut plus porter plus de 20 kilos. Alors, chez nous, porter plus de 20 kilos, des fois, il faut se taper des trucs de 100 kilos. Alors là, ils arrêtent tout de suite. Ils ne viennent même pas nous voir. Il y a encore 25 ou 30 ans, quand la foire du trône arrivait, vous aviez la queue devant la foire du trône avec des gars qui avaient un petit sac sur le dos, leurs outils, ils venaient se faire embaucher. Maintenant, vous voyez personne. Vous allez les chercher, vous allez dans les organismes, là, on commence à vous chercher des misères. Pourquoi vous voulez des gens? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Et est-ce que les poids sont lourds? Donc, vous abandonnez. Alors, vous prenez des migrants pour travailler. Voilà. Non, il y a un problème de société en France. Il y a un gros problème de société. 3,5 millions de chômeurs et vous trouvez personne pour travailler. Même les journalistes, on va les chercher en Russie. Vous voyez. Déjà, vous me faites la grâce de m'appeler journaliste. C'est déjà un plus par rapport à Macron. Et puis alors, vous n'avez pas parlé de culture quand même là. Il y a un film, on vous a mis les 10 commandements. Bah, c'est la grosse machine, somptueuse machine américaine. Mais alors, ce qui me surprend maintenant, moi à l'époque, vous savez, quand j'avais 18 ans, ça fait 61 ans que j'avais 18 ans. Vous voyez, ça a passé. Si, mais je vous le dis, je vais sur mes 79 ans. J'en ai vu des choses. Mais c'est vrai que ce film, ce que je me rends compte maintenant, c'est qu'il ne pourrait plus être possible. 10 000 figurants. Vous avez quelqu'un qui va faire un film avec 10 000 figurants, mais il est en faillite le premier jour qu'il le déclare déjà. Il y en a 1 million qui sont arrivés il y a 2 ans, ça peut servir. Vous êtes en pleine forme. Les vacances vous vont bien, finalement. Il est tout bronzé. Et pourtant, je pensais qu'Ascenseur pour l'échafaud, Louis Malle, Maurice Renet. Oui, vous savez, moi, à l'époque, je n'avais pas le temps de regarder ce genre de film, des trucs qui vous prennent le cerveau. Moi, encore, Cécile B2000, c'était bien, il y avait du spectacle. On nous expliquait Jésus, Moïse, tout ça, il y avait beaucoup de monde. Mais ça, c'était incroyable, parce que vous me faites ces trucs, mais vous aimez les vedettes, je veux dire que tous vos marchés de Noël, vous avez les vedettes qui viennent, vous avez le soutien. Je me rappelle d'Alain Delon, etc. Vous aimez les vedettes, vous aimez le cinéma. Attendez, moi je les aime et ils nous aiment bien. Parce que tout à l'heure, on faisait un répertoire, parce que au mois de novembre, je vais sortir un livre qui va s'appeler Le Chamboule-tout de la politique. Bon, et vous verrez, on met un casse-boîte avec la gueule de tous nos politiques que j'ai connus, comme ça on pourra leur taper dessus. Et puis, il va y avoir beaucoup d'anecdotes. Eh bien, dans ce livre, à la fin du livre, je vais expliquer tous les artistes que j'ai connus. Tout à l'heure, on a fait une liste, on est déjà à plus de 200. Des artistes, en commençant par Maurice Chevalier, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Mais dernièrement, avec la fille Laura, la fille à Johnny, tout ça, les artistes aiment bien la fête foraine et ils viennent toujours avec nous. Alors, quel est l'artiste que vous préférez? C'est ma dernière question. Vous avez un artiste que vous préférez? Ah bah, mon artiste préféré, c'est Belmondo. Super. C'est assez consensuel. Ah mais attention, le magnifique, il était magnifique. Oui. Et puis alors, il a fait un film, si vous regardez, l'itinéraire d'un enfant gâté. Oui. Je pense que Claude Lelouch, il a pris des petites bribes de choses que j'ai racontées dans ce film-là. Grand hommage au cirque, effectivement, à la famille. À la famille circassienne. Allez, on va passer tout de suite au dernier débat de cette émission. Second débat de cette émission. On se retrouve dans quelques instants. On regarde. Vacances de masse ou invasion barbare? Le tourisme n'est pas un luxe et les splendeurs de la planète sont à la portée de tous, ou presque. Cependant, les masses de touristes sont de plus en plus mal ressenties par les résidents des villes. La sympathique démocratisation du tourisme entraîne aussi, comme l'annonçait Houellebecq, la Disneylandisation du monde et son uniformisation. Dès lors, le tourisme de masse peut-il être qualifié d'invasion barbare? On a essuyé les plats, Caroline. Ouh là là.
On a oublié les dessins du premier thème. Ah oui, Voilà. ça c'est notre faute. Hein. Pardon à Ignace. Très mauvais pour nous. moi. Allez, enfin, on va les faire quand même maintenant. On n'est absolument pas dans le créneau, mais c'est pas grave. Leur attitude vis-à-vis des clandestins, je vous rappelle, hein, c'est progressiste contre nationaliste. Hein, si vous n'avez pas suivi l'émission, vous regardez et vous repartez en arrière. Leur attitude vis-à-vis des clandestins, européistes d'un côté, welcome, et puis de l'autre côté, eh bien, en forme d'épouvantail, les nationalistes. Couple Macron-Merkel, heureux avec de nombreux migrants. Et ils eurent beaucoup de migrants. Gaulois réfractaires au changement, heureusement, les nouveaux Gaulois sont plus sympathiques, sont plus évolués. Les progressistes sont des fervents immigrationnistes. Vive le progrès, dit un islamiste salafiste extrémiste. Allez, on revient à notre sujet, vacances de masse ou invasion barbare. Édouard Chaneau, puisque vous êtes à mes côtés, le tourisme de masse, c'est quand même très sympa. Oui, invasion barbare, c'est amusant. Barbare, évidemment, on se rappelle. Et barbare, celui qui ne parle pas la même langue. Et on a un peu l'impression que c'est ça. On a entendu pendant l'été ces faits d'hiver avec des touristes, sans doute des Parisiens, des connards de Parisiens qui allaient au fond de la Lozère et qui voulaient que le clocher arrête de, enfin que le curé du village arrête de sonner la cloche. Et puis une semaine après, on a entendu parler d'autres Parisiens qui étaient ulcérés par le chant des cigales. On a vraiment l'impression que c'est ça. C'est maintenant on est un peu incapable. Il y a quand même plus de cigales que de curés en Provence, par exemple. A priori, oui, il y a un peu moins de curés peut-être en ce moment. Mais oui, on a l'impression que c'est comme ça. Cette invasion, on a l'incapacité à comprendre la culture, alors que sans doute ces Parisiens sont ceux qui justement plaident le plus pour le multiculturalisme. Bon, là, il y a peut-être une évolution. Je me rappelle, il y a une dizaine d'années, j'ai quand même l'âge pour dire, il y a 10 ans, j'étais aux États-Unis et j'ai rencontré un chercheur, un universitaire. Sans rire, il m'a sorti qu'il préférait aller à Las Vegas pour ne pas se faire déféquer sur le dos par des pigeons plutôt qu'aller à Venise. Et alors j'étais évidemment ulcéré, choqué quand il m'a sorti ça, mais il y avait quand même un point positif dans tout cela, c'est qu'au moins il restait dans son casino à Las Vegas, il n'allait pas emmerder les gens dans leur village. Alors, dites-moi Marcel Campion, là, vous allez peut-être entendre des gens qui sont contre le tourisme de masse, mais vous vivez de ce tourisme de masse? Bien sûr, vous savez, là on vient de sortir de la fête des Tuileries. Dans les Tuileries, vous avez à peu près par jour 50 000 passages dans les Tuileries de gens qui vont au Louvre. Ce n'est pas les Parisiens, ce sont des touristes. Ils visitent les musées et en même temps ils viennent à la fête foraine. Bon, c'est vrai que quand on a fait 16 millions de visiteurs au marché de Noël, il y a 2 millions d'habitants à Paris, c'est pas les 2 millions qui sont venus 8 fois de suite. Non, il y a énormément de touristes qui viennent et qui viennent aux Champs-Élysées. D'ailleurs, regardez cette ouverture du dimanche à l'été pour favoriser le tourisme, parce qu'à un moment donné, il s'était aperçu dans les grands magasins que les touristes, le week-end, partaient à Londres. Et pour les ramener à Paris, eh ben, ils ont fait du forcing pour réouvrir les magasins pour que les touristes puissent arriver. Ça fournit du travail, ça fait du chiffre d'affaires et ça fait des emplois. Même ça peut changer le monde aussi. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une uniformisation, en fait, que les touristes, ils ne visitent pas finalement, ils s'emparent? Je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je les vois, ils visitent, ils regardent. Vous savez, quand ils vont au Louvre, ils prennent leur temps. Hein. Moi, j'ai visité le Louvre. Chaque année, j'y retourne parce qu'il y a tellement de belles choses au Louvre. Oui. Et comme je suis voisin, moi, je fais des découvertes à chaque fois. Je suis copain avec les gars qui gardent les salles. C'est fantastique. On a des musées exceptionnels. Paris est exceptionnel. Si on arrive à le nettoyer, peut-être qu'il y aura des touristes qui viendront en plus, mais peut-être qu'il faudra les cadrer aussi et que ça soit moins la horde sauvage. Mais pour l'instant, regardez les pauvres touristes qui viennent à Paris, ils sont coincés dans des cars, ils ne peuvent pas bouger. Regardez, il y a aussi ça. Mais il faut regarder le travail et l'évolution que ça a amené aussi, le tourisme. Le tourisme de masse, c'est important. Et si tous les pays du Maghreb, en ce moment, ils sont en train de pleurer, c'est parce qu'ils n'ont plus de touristes. Donc... je ne sais pas si Romaric Sangar, ça va partager votre point de vue. Je ne suis pas convaincu, là, comme ça. Je suis très anti-touristique, moi, de base. D'abord, je trouve que se déplacer physiquement pour voyager est quand même le preuve d'un manque d'imagination. Comme mon père, il y avait tout sur les cartes postales, qu'est-ce qu'on se remerde à se déplacer? C'est pas ça. Il fait le tour de sa chambre avec un Jules Verne. On va pas se déplacer, mais pourquoi cette obligation à se déplacer me paraît grotesque. L'argument du chiffre d'affaires... Ça, c'est pas un argument. Enfin, Romaric, vous êtes un homme intelligent, c'est pas un argument. C'est vrai que Fidel Castro, il avait trouvé la solution. Fidel Castro, lui, il a fait des écoles, il a appris à tout le monde comment était Paris, comment sont les rues de Paris, comme ça, il les empêche de sortir, ils connaissent Paris à Cuba. Alors que les Américains ne connaissent pas Paris. Il les a fait prisonniers chez lui, et comme ça, ils connaissent tout, ils apprennent. Mais sur les livres. En réalité, il n'y a rien de plus beau que d'aller visiter les choses. D'accord. Moi, je pense que la circulation... Un Botticelli au musée des Offices à Florence,
Botticelli, vous êtes devant, je suis désolé, c'est autre chose que quand c'est devant votre télévision, devant votre bouquin. Évidemment, c'est quand même encore moins que de le voir dans une propriété, dans une demeure, etc. Il y a quand même quelque chose avec la culture muséale qui a été rompu. Tout à fait. Il y a quand même quelque chose qui a été rompu, c'est juste n'est plus dans le jus. Surtout, aujourd'hui, on en est quand même à un point d'accélération du tourisme. C'est ça aussi qui est tel, de massification du tourisme, qui est que grâce à EasyJet et à Airbnb, des adolescents de 20 ans vont se bourrer la gueule au jour de l'an à Amsterdam pour se prendre en selfie en train de vomir devant les monuments. Les gens qui ont construit ces monuments-là l'ont pas fait dans cette optique. Ça n'a absolument aucun sens. Ils pourraient très bien rester dans leur chambre pour vomir sur eux. Ça, c'est le côté et négatif. voilà. Et de toute façon, toute massification est une dégradation. C'est une chose simple. Et je pense que globalement, les gens n'ont pas vocation à circuler. Parce que... Vous avez vu les chutes du Niagara, vous ? Oui, je les ai vues il y a longtemps. Pourquoi vous circulez, vous ? Depuis, je circule très peu. Vous avez vu les pyramides ? C'est encore jeune ? Vous avez vu les pyramides ? Non. Il faut aller les voir. Dépêchez-vous, parce qu'ils vont les faire exploser bientôt. Oui, mais peut-être, mais tout le monde n'a pas circulé. Ça saccage le territoire. Ça saccage rien du tout, ça donne de la connaissance et c'est très enrichissant. Mais la connaissance, la plupart des gens le Club Med est un endroit où les gens... La plupart des gens ne sont pas en position de se dépayser. Déjà, c'est faux. La plupart des gens ne sont pas en position de se dépayser. Quand ils se dépaysent, ça les met en danger, donc ils ont besoin qu'on reproduise le même contexte que celui dont ils sont partis. Donc, en fait, c'est pas de la culture de parler du Club Med. C'est ça, mais c'est la majorité, c'est ça. Le Club Med, c'est un hôtel. La majorité, c'est ça. Dans les Chinois, c'est partout les mêmes. C'est partout les mêmes. Sur la première syllabe, si, mais... Le tourisme... Non, mais Marcel Campion, je vais venir cette fois-ci à me faire l'avocat de Romaric. Mathieu Bock-Côté expliquait qu'au Québec, on veut supprimer l'aspect du français auprès des touristes américains parce qu'ils sont effrayés par la langue française. Donc on essaie de réfléchir à comment on va pouvoir enlever le français, lisser cela. Et donc il y a une forme d'américanisation. On le voit d'ailleurs même aussi pour Cuba. Vous parliez de Cuba que vous avez apprécié. Cuba, ouverture du tourisme à Cuba, eh bien c'est une forme d'américanisation ou alors de folklorisation. Et entre les deux. Vous voyez, c'est pas facile. Vous savez, il y a à trouver le boire et à chemin. manger dans tout ça. Celui qui aura l'explication finale, il va être fort. Le principal, c'est que si vous pouvez permettre à vos gosses d'aller ailleurs sans qu'ils vomissent, parce que ceux qui vomissent, c'est ceux qui prennent des mauvais produits, peut-être, ils ont qu'à bien manger et bien boire, normalement, ils vont pas vomir. Mais c'est bien de parcourir le monde. Je crois que c'est une extraordinaire richesse en ce moment de pouvoir parcourir le monde. Et surtout pour les jeunes. Ça les enrichit, ça leur donne de la culture, et ça leur fait voir les populations. Mais dans l'idée, mais la réalité, c'est pas ce qui se passe. En effet, à l'origine, le mot tourisme est un mot qui a été inventé par Stendhal, à l'époque où ce mot a été inventé par Stendhal, à l'époque où les jeunesses des élites d'Europe du Nord et de l'Ouest faisaient ce qu'ils appelaient le tour, qui consistait à aller en Grèce, aller à Athènes, aller à Rome, pour, en fait, avant de devenir adulte, s'imprégner des sources de leur civilisation. Précisément. Donc ça avait un sens. On venait s'imprégner des sources de sa civilisation. Il envoyait les armées attaquer tout le monde dans le monde entier et il faisait ça a permis de développer le tourisme. Mais ça a permis de développer le tourisme. Regardez, vous avez vu Carthage ? Je pense pas que Napoléon cherchait à développer le tourisme. Enfin, le tourisme sur les Napoléons, je veux bien, c'est drôle. Un peu à ce que vous dites, Stendhal. Moi, c'est la même chose pour moi. C'est la même conversation que celle que vous venez d'avoir pour moi. Stendhal, tout ça. Les gens qui écrivent, c'est bien. Ils ont écrit pour eux. Ça plaît à certaines personnes. Tout à l'heure, on nous a parlé. Ils font les civilisations. Il veut du silence, il va aussi me dire, il y en a plein. Voilà, il y a des trucs pragmatiques, c'est tout. Mais c'est vrai, quand je parle de Napoléon, c'est qu'il a envoyé les armées partout, et je peux vous dire que ça a fait des connaissances. Et qu'est-ce qu'on aurait fait sans Marco Polo ? On aurait fait quoi ? Vous ne mangeriez pas de spaghettis, monsieur ? Donc il a été chercher ça en Chine, Marco Polo, parce que c'était le premier touriste du monde. Mais oui, mais ma vie ne dépend pas du fait de manger des spaghettis. Et des pommes de terre. C'est pas la question. Si Parmentier n'était pas allé en Prusse, on n'aurait pas pu manger de pommes de terre. Et Caroline ne serait pas là. Prisonnier des Prussiens. Si j'étais dans un monde où il y avait que Marco Polo qui voyageait, ça ne me dérangerait pas. Je suis pas contre le fait que les gens voyagent, je suis contre le fait que tout le monde voyage, c'est tout. Ah bah alors il y aurait des privilèges alors. Mais oui, évidemment. Alors, Marcel Campion, je reviens défendre Romaric sans garce. Écoutez, moi je vais j'étais il n'y a pas si longtemps que ça à Barcelone. Eh bien, il y a le tourisme chinois, pour lequel j'ai le plus grand respect. Mais maintenant, ce sont des milliers de touristes chinois pour aller visiter un lieu qui est une maison, par exemple les maisons Art déco. Et il faut faire la queue pendant plusieurs heures parce que s'ouvrent au tourisme eh bien, des nouvelles populations qui n'y avaient pas accès. Alors, je ne me choque pas de ça, mais ça transforme complètement tout. Bien sûr. Parce que si vous passez de 16 millions de personnes à 160 millions devant votre marché, mais que personne n'achète... Ça fait partie du système dans lequel vous vivez.
Oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que 660 millions de personnes passent ferez devant rien, votre marché, mais personne n'achète rien. pareil, parce que vous ne pouvez rien faire. Donc je pense qu'il faut s'adapter à ce qu'il y a pour le meilleur des choses. Parce que le reste, vous allez empêcher les touristes chinois de venir? Non. Bon, alors laissez-les venir. Ils n'ont qu'à construire 2-3 musées de plus. Alors, j'attire votre attention qu'il y a des gens qui travaillent à ça. Il y a déjà des zones qui sont interdites. Vous savez, il y a énormément de gens Regardez, qui à travaillent Dubrovnik, en on peut ne plus sait pas être... vraiment ce qu'ils font. Dubrovnik, c'est 8000 personnes par heure maximum, et puis pas plus. Parce que sinon, il n'y a plus de Dubrovnik demain, quoi. Vous avez été à Dubrovnik? Oui. Eh bien, c'est le petit Saint-Tropez, et c'est tout neuf. Ça vous a surpris? Vous y avez été quand? Oui, il y a une dizaine d'années. Bon, vous avez vu comment c'est joli? Ah, c'est somptueux. Et pourquoi on nous a expliqué que tout était détruit il y a quelques années là-bas? Parce que c'était un peu reconstruit. Ah oui, mais c'est bizarre, parce que les constructions, c'est tout de l'ancien. On nous a expliqué que tous ces pays-là étaient morts, ils étaient démolis, bombardés. Quand j'y étais, c'est tout neuf. Et c'est des pays de malheureux, ils ont tous des voitures neuves. J'ai été à Dubrovnik. Non, on nous explique pas toujours la vérité. On nous explique pas toujours la vérité. Oui, ça, je suis d'accord. Sauf dans présent. On nous informe. Alors, Romaric, et puis après Philippe. Oui, juste pour finir, l'intérêt des forains, c'était que c'était justement l'attraction qui allait vers les gens où qu'ils soient, même au fin fond de la Creuse. Alors qu'aujourd'hui, il y a une spécialisation des territoires qui fait qu'il y a des endroits qui sont censés être beaux ou agréables, d'autres qui sont censés être faits pour les retraités, d'autres qui sont censés être pour les hommes d'affaires, d'autres pour le commerce. Donc en fait, il y a une atomisation comme ça du territoire et où du coup, plein d'endroits sont enlaidis parce qu'il y a plein d'endroits qui ne seraient pas censés être agréables à vivre ou à voir. Et donc je trouve que votre position par rapport à ça, tout l'intérêt des forains, des gens qui se déplacent, c'est pour éviter aux autres de le faire. Donc je trouve, voilà, dans ces cas-là, on pourrait faire une seule grande roue. Dans ma jeunesse, je me suis déplacé, j'ai travaillé en Italie, je travaillais en Espagne, je travaillais en Suisse, j'ai travaillé dans toute l'Europe et au Luxembourg. Je n'ai pas trouvé drôle de voyager et d'aller chez les autres et d'amener nos produits qu'ils ne connaissaient pas. Donc, et maintenant, on reçoit des Européens et voilà, c'est des échanges. Donc, c'est contradictoire avec ce que vous me dites là. Non, je vous dis, voyagez-vous, mais ne demandez pas à tout le monde de le faire. Ah oui, mais les autres, ils font ce qu'ils veulent. Bon, regardez Disney. On nous parle de Disney. Vous savez où il a trouvé son idée à Disney, là, pour faire son Luna Park qu'il a fait en France? Eh bien, il a été démobilisé en 2018. Il était brancardier, lui. Il est venu à la Foire du Trône et il a dit, je ferai un parc comme ça. C'est-à-dire que lui, en retournant aux États-Unis, en 1953, il ouvre son premier parc. Et 30 ans après, il vient nous vendre son produit en France. Et nous, on l'achète. Mais la souris, alors qu'on a viré les forains. Vous voyez, on a fait dans les années 80, on a tout fait pour virer les forains. Tout à l'heure, on me parlait du parc Mickey, vous ne l'aviez pas trouvé, Mickey, quand même. C'est la mondialisation. On a été à Mickey, vous inquiétez pas, on les a empêchés d'ouvrir. Et c'est ce qui nous a fait obtenir le même taux de TVA qu'eux. Parce que Chirac, à l'époque, avait donné le taux de TVA réduit à tous les parcs d'attractions, mais pas aux forains. Donc, je me rappelle de ça. Et le Front National, vous avez soutenu sur cette question-là? Non, le Front National, ils n'existaient pas à l'époque. Non, pas pour nous. Je croyais me souvenir. C'est plus tard, d'accord. Plus tard. Ils sont venus nous soutenir dans d'autres actions, mais pas celle-là. Celle-là, je vous dis, elle a plus de 30 ans. C'est au moment de l'installation de Disney. On a fait quelques actions qui les ont gênés, les capitalistes, et on nous a donné le taux de TVA. Donc vous avez résisté à l'ordre du monde, Marcel Campion. Comment? Vous avez donc résisté à l'ordre du monde. Vous n'avez pas dit les choses sont comme ça, qu'elles sont comme ça. On a obtenu quelque chose. Je veux dire par là, discuter, à mon avis, je m'excuse, je ne veux pas dire vous discuter dans le vide, mais discuter sur des trucs qu'on sait qui aboutiront pas, c'est pas la peine de le faire. Philippe, vous discutez dans le vide, vous, sur cette question? Non, mais vous savez que j'ai changé d'avis sur le tourisme, parce qu'une grande partie de ma vie, à cause de Jean Raspail, j'ai conspué le tourisme. Parce que j'ai lu dans un de ses livres, je devais avoir 16 ans, cette phrase que j'ai trouvée magnifique, « Sous le pas des touristes, la culture ne repousse jamais ». J'ai trouvé ça formidable. En toute ma vie, j'ai conspué les touristes que j'ai trouvés stupides. Maintenant, je voudrais quand même mettre, et c'est là où j'ai changé d'avis, un peu les gens face à leurs contradictions. Quand tous les gens sont émerveillés qu'on ait encore des châteaux en bon état, des cathédrales en bon état. J'ai été cet été avec des amis au Mont-Saint-Michel. C'était bourré de monde. On y a été vraiment en plein... Okay. C'est touristes, c'est horde de touristes, là. Il devait y avoir plein de Chinois et autres, d'ailleurs. Sauf que, vous imaginez l'argent que coûte un monument comme le Mont-Saint-Michel. On va le trouver où, l'argent ? Plus pour tous les endroits touristiques en France, sur les vieilles abbayes, sur les sites archéologiques, les musées. S'il n'y a plus de touristes,
toutes ces œuvres d'art, qui va payer pour qu'on puisse les entretenir? Parce qu'une œuvre d'art, c'est pas uniquement l'accrocher sur un mur et basta. C'est aussi toute une infrastructure. Alors, c'est bien gentil, tous ces gens qui conspuent les touristes, les hordes de touristes qui enquiquinent tout le monde, peut-être parfois moi le premier. Mais moi, toute ma vie, j'ai vu les autochtones qui vivaient largement de l'argent des touristes, parler des troupeaux de touristes, conspuer les touristes, dire « Ah, vivement qu'ils s'en aillent, mais qu'ils laissent leur argent. » Les touristes internationaux. Donc moi, j'ai changé d'avis sur les touristes. Moi, je ne vais pas dans les lieux touristiques au moment où il y a tout le monde. J'ai cette chance, je peux me le permettre. Voilà, et je vais visiter les hauts lieux qui sont en état et qui méritent d'être vus quand il n'y a personne, grâce à l'argent des touristes. Les touristes internationaux visiteurs qui passent la nuit dans le monde ont augmenté de 7% en 2017. C'est un total de 1,3 milliard de touristes à l'année, 671 millions en Europe, 324 millions en Asie, 207 millions dans les Amériques, 62 millions en Afrique et 58 millions au Moyen-Orient. Donc 671 millions en Europe. Les touristes, combien de divisions? Vos chiffres parlent d'eux-mêmes. Moi, personnellement, c'est souvent Paris Caroline. qui me fait honte vis-à-vis des touristes. Je vous dis tout de suite. Paris avec ses gay games, Paris avec ses uri-trottoirs. Belle invention d'Anne Hidalgo, l'uri-trottoir. Je ne sais pas si vous les avez testés, messieurs. Nous, les journalistes de Elle n'est pas contente parce que c'est pas fait pour les femmes. Déjà, et d'une, effectivement. Nos derniers privilèges. Paris avec ses touristes qui sont agressés parfois à la sortie même de l'aéroport et braqués à la sortie même de l'aéroport. Voilà, je me demande parfois si, pour les touristes, les barbares, c'est pas nous, si vous voulez, parfois. Voilà. Edouard Chenot, vous m'avez parlé de quelque chose qui était assez amusant, qui est la muséification de l'Europe. Ça vous plaît pas? Non, bon, évidemment, on peut pas non plus... L'argument de Philippe. Oui, non. Bon, alors... Philippe, en l'occurrence, je pense que vous voyez quand même un peu le verre à moitié plein, on peut le voir à moitié vide. Évidemment, vous voyez bien les propriétés qui sont rénovées grâce à l'argent des touristes, mais bon, on peut compter les kilomètres de littoral qui ont été détruits pour les raisons à peu près équivalentes. Bon, voilà. Et pour ce qui est de la musique... ne va pas sans l'autre. Non, pour ce qui est de la musification, oui, on a perdu quelque chose. Derrière des vitrines, on amoncelle de l'argenterie, des couverts, des tableaux, que sais-je. On ne les fait plus vivre puisqu'on ne vit plus avec. Combien de tableaux ont été envoyés dans les musées et qui ont donc déserté les maisons, les demeures, etc. Voilà, moi, je me fais encore d'argent. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites par rapport à ça. Simplement, autrefois, la beauté était nécessaire, elle était conçue comme absolument nécessaire. Maintenant, elle ne l'est plus. Donc, elle est reléguée, en effet, dans des musées où elle doit être entretenue par les touristes, alors qu'en fait, elle devrait être considérée comme absolument indispensable à l'appréhension du monde. C'est tout. Alors, je crains quand même que ce soit un vœu pieux. Et l'idée de la Disneylandisation de la société, c'est plus facilement de dire Houellebecq et la carte et le territoire, cette idée quand même que maintenant tout devient un Disneyland et que finalement vous n'aurez plus votre place, Marcel Campion, parce que de toute façon, voilà, vous êtes un art populaire, que celui-là, il est passé. Détrompez-vous, on va faire de la résistance. Les forains, c'est pas d'aujourd'hui. Regardez, la foire du trône, c'était la 1063e cette année. Vous vous rendez compte, 1063 ans d'existence. Elle a été initiée par le roi Lothaire à l'époque, qui a donné le droit des moines d'organiser une foire. Donc cette foire-là, elle existe, mais il y a des foires en France qui ont plus de 1000 ans. C'est une industrie et c'est en même temps une culture. Donc on n'est pas prêt de se barrer, même si nos élites essayent par tous les moyens de temps en temps de nous mettre un peu de savon sur la planche, on est toujours là. Et il y a un peu plus de forains qu'il y a encore 20 ans, ça revient. Donc je pense qu'on va perdurer. Mais pour ça, il ne faut pas qu'on lâche le manche, il ne faut pas qu'on se laisse faire. Il est vrai qu'on a beaucoup de boulot avec les politiques, il faut de temps en temps qu'on se rappelle à eux. Mais on a un intérêt qui est quand même spécial vis-à-vis de notre métier, c'est que la population est toujours avec nous. La population est avec nous, quoi qu'on fasse, toujours, dans n'importe quel domaine. Même quand les journaux disent ils ont fait un coup de force, ils ont fait ci, ils ont fait là, vous avez la population qui vient nous saluer, vous avez les gosses qui sont émerveillés de voir les manèges venir, monter, démonter, repartir. C'est un rêve d'enfant. C'est l'histoire des cirques là, en ce moment. Vous avez une nouvelle mode. Vous avez des espèces de zozos là, qui arrivent et puis qui veulent plus de viande, mais ils sont véganes, alors ils veulent plus d'animaux dans les cirques. Ils ont trouvé
trouvé d'un seul coup que les animaux dans les cirques, il fallait les remettre en liberté. Tous les animaux qui sont dans les cirques aujourd'hui sont tous des animaux qui sont nés en captivité. Vous les mettez en liberté, mais ils sont mangés en moins de 2 par leurs congénères. Donc il faudrait arrêter les histoires de fous. C'est des branquignoles, ces gens-là, c'est des modes. Et une mode arrive, eh bien, on va persister à enlever les animaux. Ce qui est dommage, c'est que vous avez quelques cirques qui ont peur de perdre leurs emplacements et qui commencent à dire oui, on va enlever les animaux. Mais ils détruisent leur métier. Un petit cirque arrive dans une campagne, vous vous rendez pas compte, les gosses qui n'ont jamais ils iront jamais à l'étranger, ils iront jamais dans un zoo, c'est loin de chez eux, ils vont venir au cirque. Ils voient les animaux, ils voient les artistes, il faut pas enlever ça. Moi, je vais défendre le cirque aussi. Les activités circassiennes, compliquées aussi, compliquées aussi. Hein. Oui. Mais regardez, à partir du moment où on écoute ces gars-là, ils veulent plus d'animaux, ils veulent plus qu'il y ait des animaux dressés. Bah alors, il faut aller jusqu'au bout. Il faut plus qu'il y ait de poissons dans les bocaux, dans les aquariums. Il faut arrêter les insecticides, il ne faut pas tuer les moustiques. Et puis, il ne faut plus de champs de course. Il ne faut pas que les chevaux, parce que vous croyez qu'ils courent pour leur plaisir, les chevaux, ils courent parce qu'on les fouette. Donc, il faut arrêter tout ça. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là ? On les fouette pas, mais on les dresse. Comment ? On les fouette pas, mais on les dresse. Pour le PMU, on les fouette. Vous savez ce que c'est qu'un dressage de chevaux, monsieur ? Je vais vous le dire, moi. Si ça ne marche pas à la trique, vous ne le dressez pas. C'est tout. Et elle est partout. Non, mais elle est partout. Allez à Saumur, faites-moi voir comment il les dresse. Allez-y, mais le vrai dressage, hein, pas le spectacle. Alors le spectacle, c'est calme. Bah, forcément, le cheval, il ne va pas se objecter. Hein. Non, mais on connaît tout ça par cœur. J'ai travaillé dans les cirques. Vous savez, M. Grus dit, moi, mes animaux, ils m'écoutent à la parole. Bah, le jour qu'un cheval va vous écouter à la parole, les poules auront des dents. Il faut les dresser, les animaux. Un numéro avec des animaux qui me plaît particulièrement, c'est celui de Edelstein. Oui. Lorsqu'il a une quinzaine de tigres lionnes autour de lui, je ne pense pas qu'il les ait beaucoup frappés pour qu'ils puissent aller au milieu. Non, mais c'était un autre domaine. Frédéric Edelstein, qui est en bagarre avec son père en ce moment, parce que son père, pour avoir l'emplacement gratuit à Paris, a dit « je ne ferai pas d'animaux ». Sauf qu'il a élevé son fils. C'est la grande attraction du cirque. Sauf qu'il a élevé son fils à être dompteur. Et les animaux qu'il a été élevé avec eux. Il a couché dans leur niche avec eux. C'est pour ça que c'est ses amis. C'est pas la même chose. Je pense pas qu'il les ait élevés à coups de trick. Non, mais lui, non, je vous parlais des chevaux, là, pour l'instant. Vous voyez que vous faites pas attention. Oui, non, mais regardez, il y a des dressages de chats. Vous savez comment faut le dresser. Je vais vous donner non, les chats, c'est horrible. Les chats, ça ne dresse pas. Vous savez comment on dresse un chat ? C'est ignoble. Il faut le faire crever de faim. Non, mais c'est dégueulasse. Il ne faut pas qu'il mange. Et de temps en temps, il faut qu'au moment où il fait son boulot, sa petite boulette. Il n'y a que les Russes qui dressent les chats, d'ailleurs. Il fait son travail. Écoutez, vous me donnez une idée pour mes 2 chats, parce que c'est vrai que ça va m'être utile. Il n'y a pas de secret, vous savez, les animaux, moi je connais, j'ai travaillé quand j'étais 7-8 ans, 10 ans, j'étais dans les cirques, j'ai vu comment ils dressaient les animaux, ceux qu'il fallait dresser. Par contre, vous avez des gens qui ont élevé des animaux, c'est différent. Quand vous les élevez, c'est différent. Merci de l'avoir dressé. Allez, rien ne vaut le tourisme littéraire. Et Jules Verne, le tour du monde en 80 jours. Voilà, ça, c'est pour Romaric. Vous venez à la campagne, dit un Dupont. Oui, ça me fait des vacances par rapport à ces touristes qui envahissent nos villes. Voilà. Et puis après, c'est plus Sea, Sun and Son, c'est Sea, Disneyland and Son. Voilà, je suis arrivé. Je ne sais pas comment j'ai réussi à le prononcer. Parc Astérix. Et Macron qui dit, allez plutôt à Disneyland, ils sont moins réfractaires au changement. Voilà. Excellent, c'est indignable. Marcel Campion, c'est déjà fini. Merci beaucoup. Alors, le bouquin. Le bouquin va sortir au mois de novembre et puis je vais continuer nos réunions. Nous avons un site, c'est www.parislibéré.fr. C'est un site qui existe depuis le début de l'année et qui va donner tous les événements de nos réunions, on va dire politiques, mais c'est pas politique, c'est la société civile qui va faire une liste pour se présenter contre l'actuelle majorité à la mairie de Paris. Merci à TV Liberté, merci à vous tous, merci à Caroline de m'avoir assisté, d'avoir animé avec moi. C'était un plaisir. Écoutez, j'espère que les spectateurs seront indulgents pour ma première. Je suis en tout cas ravie et honorée de travailler avec les équipes de TV Liberté que j'aime beaucoup. Voilà, et je les remercie de leur accueil. Merci Caroline, on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine émission avec vous, j'espère. À bientôt.